Nous allons bien entendu consacrer une large partie de l'émission à la compo du gouvernement. Mais auparavant, c'est l'heure du match compo, match. Les chronomètres sont prêts, ils sont derrière moi. Jingle. Allez, c'était dimanche, l'un est parti, l'autre est resté. Regardez. Alors, on a eu l'impression qu'il finissait un peu sa marche entamée au Louvre. On a même entendu de l'Offenbach. Réussit cette passation, Nolo ? Chaque fois que je vois ce genre de séquence, je me dis que c'est dommage que tout en France ne fonctionne pas comme certains rites républicains. J'ai trouvé que ce dimanche 14 mai, c'était vraiment impeccable, ça marchait très très bien. J'ai trouvé que sur le fond, Macron et même sur la forme, c'était impeccable, mais vous avez pris une métaphore sportive. Moi, j'ai appris qu'on ne juge pas un athlète sur son échauffement, ça compte pas l'échauffement. C'est quand le match va commencer. Et donc cette séquence qui, pour l'instant, laisse un bon souvenir, je pense que ce souvenir positif va rapidement s'estomper si vous êtes toujours... non, mais si le président échoue à appliquer le programme très ambitieux, qu'il a exposé dans son discours, qui lui aussi était très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner Fabius, qui a mis une petite touche de fantaisie dans la chose, enfin une touche de fantaisie à la Fabius. Oui, il n'y avait pas de quoi non plus taper sur les cuisses. Et il se trouve que le premier dossier, il va arriver très très vite. C'est un sujet très très délicat en France, c'est la réforme du code du travail. Alors, dès qu'on parle de code du travail en France, tout le monde devient un peu nerveux. Et en plus, le président de la République a décidé de régler le problème, ou d'essayer de le régler, de réformer par ordonnance, ce qui revient à agiter un chiffon rouge sous le nez du taureau, puisque dès qu'on parle d'ordonnance, on a l'impression d'un déni de démocratie, c'est pas entièrement faux d'ailleurs. Donc les syndicats deviennent un peu, se crispent un peu, et la gauche de la gauche se crispe un peu. Donc, et c'est Madame Pénicaud qui va avoir du... Et c'est pour ça qu'il a, Madame Pénicaud qui est ministre qu'il a nommé quelqu'un qui a été conseillère de Martine Aubry, qui va essayer de déminer la chose. Mais ce que je veux dire, c'est que cet état de grâce pourrait ne pas durer très longtemps, et le quinquennat pourrait, non pas se fracasser, c'est un peu excessif comme mot, mais pourrait se compliquer sur un troisième tour social. On verra bien. Donc, séquence positive, mais simple échauffement. J'attends le match. Alors, Nolo joue les Cassandres. Oui. Zemmour, vous allez être enchanté. Vous allez être... Écoutez, oui, j'étais enchanté. Moi, j'aime bien quand... Vous savez, je suis un sentimental, en fait. Mais j'aime bien quand ça se passe bien. Vous appelle je vais mettre 2 balles. Voilà, vous avez compris. Rajouter 2. Et, mais je remarque que, en fait, les passations de pouvoir ne se passent bien que quand c'est des gens du même camp qui se succèdent. C'est-à-dire que quand Sarkozy avait succédé à Chirac en 2007, ça avait été exactement la même chose. Il avait attendu qu'il s'en aille, et sous les applaudissements, et Chirac était parti dans sa voiture. C'est une scène à peu près similaire. En revanche, sauf qu'il lui a dit bon courage. Ouais, c'était quasiment ça. Ouais. En revanche, en 2012, vous vous souvenez que Hollande avait été d'une rare grossièreté à l'égard de Sarkozy. Là, ça s'était moins bien passé. Donc ça, évidemment, Nolo me voit venir avec mes gros sabots, c'est que ça prouve bien que c'est Emmanuel Hollande qui a succédé à François Hollande. Mais bon, et la réforme du travail dont il parle, ce n'est que la continuité de la loi El Khomri, que d'ailleurs Macron avait prévu de faire et qui a été interrompu. Voilà. Attendez, là, on reste sur la passation. Sur la passation, j'ai dit ce que j'en pense. Voilà, mais je vais surprendre Zemmour. Moi, je trouve que dans la tête de Hollande, il devait y avoir une drôle d'impression que le social-libéralisme qu'il a essayé d'instaurer en France, ce serait peut-être son successeur, qui a été son ancien collaborateur et son ancien ministre, qui la réussirait. Donc, je suis pas éloigné de la ligne de Zemmour. Périclès, Henri IV. Il a eu tout un tas de références historiques. Le général de Gaulle. Ils ont mis 2 euros dans votre. Ah oui, d'ailleurs, ça y est, c'est la première. Bon, voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la question. Deuxième. On attend les choses sérieuses. On attend les choses sérieuses, voilà. Oui, on attend les choses sérieuses. Deuxième thème de match. La semaine dernière, François Bayrou avait refusé d'avaliser la liste d'investiture de La République En Marche. Finalement, le MoDem devrait être présent dans une centaine de circonscriptions, alors qu'il n'est même pas à date représenté à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, 3 personnalités du MoDem sont entrées dans le gouvernement. François Bayrou a-t-il tout gagné ?
C'est quand même très mystérieux cette séquence, parce que le couac a été d'importance. Alors, évidemment, on pourrait rejeter la responsabilité sur la jeunesse du mouvement, mais les gens qui étaient Je crois que t'allais dire la jeunesse de Bayrou. Non, pas la jeunesse de Bayrou, non, j'ai le goût du paradoxe, mais pas jusque-là. Non, parce que on peut même pas dire ça, puisque Castaner, Delevoye, Ferrand, ce sont des professionnels aguerris, je crois pas. Donc, il y a quelque chose qui est incontestable, c'est que c'est le ralliement de Bayrou qui a fait quand même basculer la présidentielle. Il y a eu un bond de 5 points immédiats, donc voilà. Donc il doit presque tout à Bayrou. T'allais le négliger. Ah non, pas du tout. Pas du bon, tout. D'accord. Donc je me dis qu'à partir de cette base, moi j'imaginais qu'ils avaient un accord écrit extrêmement, qui balisait absolument tous les termes de leur accord, combien mais il allait Bayrou avoir avait dit qu'il ne demandait rien, souvenez-vous, François Bayrou, dans plusieurs interviews, ils ont sorti ça. Enfin, il pouvait ne rien demander pour lui, mais l'écrire. Non, mais demander quand même quelque chose pour son parti. Or, tout d'un coup, il découvre la liste des investitures et rien ne va. Ça, c'est le premier mystère. Sur quoi était basé leur accord? Il y avait quelque chose dans leur accord. Une loi de moralisation de la vie publique. Il était quand même question de circonscription. Donc on apprend qu'il n'y avait pas d'accord écrit. C'était juste un échange. Bon, premier mystère. Deuxième mystère, il pousse une gueulante, vraiment un gros coup de gueule. Et alors là, tout tombe dans l'escarcelle. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de circonscriptions complètement aberrant. Et ils sont même représentés 3 fois au gouvernement si on ajoute Sylvie Goulard. Non, moi, cette séquence me laisse circonspect. Je trouve ça très mystérieux. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais Zemmour va nous éclairer. Ah ouais. Mais non, mais je vais t'éclairer. Je vais essayer. En tout cas, Bayrou est un vieux politicien retors et madré. Donc, il n'avait absolument rien dans sa manche. Il n'avait une seule chose que tu as très bien dite, c'est qu'effectivement, son ralliement a donné 5 points de plus à Macron dans les sondages et que depuis, Macron était en tête et sinon, il passait en dessous et derrière Fillon. Donc, c'était quand même, d'ailleurs, j'espère qu'on en parlera là parce que je pense que avec Dupont-Aignan, c'est quand même la question qui se pose aujourd'hui pour Dupont-Aignan et Fillon, mais je pense qu'on va en reparler. Donc, il n'avait personne, tu sais, en fait, Bayrou. Moi, quand je l'ai connu, il a pris le groupe UDF qui avait 180 députés, qui était aussi gros que le RPR. Et en 15 ans, il l'a ramené à 2 députés, voire 0. C'est ce que je dis, voire 0. Donc, ça a été un bide inouï, la carrière parlementaire de Bayrou. Bien. Il faut quand même ça n'en est que plus mystérieux. Donc. Mais absolument. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que il a fait un coup d'audace, de flanc, quoi, comme on dit. Et puis, ça a marché. Il n'avait même pas de candidat, en vérité. Il n'avait même pas de candidat. Donc voilà, c'est tout. La chance sourit aux audacieux. D'accord, mais ça n'explique pas la compréhension dont tu as fait preuve. Mais moi, je pense que la compréhension, c'est ce que tu as dit toi-même. C'est que lui, il sait que il serait peut-être pas président de la République aujourd'hui. D'accord, c'est un prix. Non, mais accordons-nous là-dessus. Mais et puis, idéologiquement, tous ces gens-là, on va en parler tout à l'heure. On va en parler maintenant. En fait. Évidemment, ça va dans la ligne Macron. Alors, merci, messieurs. On passe maintenant à notre premier grand débat. Ça, c'est sûr, il est bien le maître des horloges, notre nouveau président. Après 24 heures d'attente et le sillage en règle des nerfs de tous les journalistes politiques, le gouvernement a finalement été nommé aujourd'hui. Alors, le clivage gauche-droite est-il obsolète? Avant de recevoir Jean-Daniel Lévy et Maurice Safran pour en parler, regardez cette question qui fâche de Gaël Atlan. L'objectif de Macron était un petit peu de casser la droite. Est-ce qu'il y est arrivé? J'espère que c'est pas ça son objectif. J'espère que son objectif, c'est de redresser la France. Le 7 mai dernier, le scénario semblait déjà écrit. 10 jours plus tard, Emmanuel Macron nomme Édouard Philippe Premier ministre, un juppéiste, loin d'être un macroniste de la première heure. Le Macron des actes, pardon, mais c'est pas le Macron du discours. Le Macron des actes, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du président les mesures de la première partie du quinquennat, et c'est le ministre dont objectivement on peut pas dire qu'il ait fait des choses absolument considérables. Et cette première question, Édouard Philippe à Matignon, ouverture ou transgression? Il n'a pas fait de l'ouverture, ça avait été fait par Nicolas Sarkozy. Pour le Parti Socialiste, Éric Besson rime avec félon. À 43 ans, le président d'Emmaüs se voit chargé de la mise en œuvre d'un revenu de solidarité active. Restons fidèles à nos convictions et en servant dans cette démarche voulue par le président de la République, notre pays. La bonne ambiance est établie. Je ne crois pas au système d'ouverture. J'ai vu Nicolas Sarkozy pratiquer l'ouverture. C'est-à-dire au débauchage individuel. Je n'y crois pas.
Débaucher ou ouvrir vers une droite encore titubante s'inscrit dans la stratégie d'En Marche, née en dehors du clivage droite-gauche. Et cette deuxième question, en fissurant les Républicains, Emmanuel Macron va-t-il leur porter le coup fatal ? J'ai été loyal au président Sarkozy, loyal à mon candidat et je suis loyal à ma famille politique pour l'accompagner. Personne n'est dupe effectivement de la manœuvre du président de la République en choisissant un Premier ministre de droite. Si la mission d'Édouard Philippe c'est de casser la droite, j'ai envie de vous dire c'est déjà fait. Ce que les Français me disent quand je suis sur le marché à Boulogne-Billancourt. Ils me disent, on veut que ce mandat réussisse. Des propos qui résonnent avec l'appel lancé dès lundi soir par plusieurs élus républicains en faveur d'une attitude qu'ils espèrent constructive. Le coup, c'est pas tellement de casser la droite que de recomposer la vie politique française. Ce qui est quand même fascinant dans ce moment, c'est que et le Parti socialiste et les Républicains font comme si Marine Le Pen n'avait pas été au second tour de l'élection présidentielle et ils regardent leur grille d'analyse du monde d'avant pour penser le monde d'après. Et cette question qui fâche, en bousculant autant l'équilibre politique, la recomposition peut-elle être pour maintenant ? Voici Jean-Daniel Lévy et Maurice Safran. Bonsoir messieurs, c'est par ici que ça se passe, venez donc. Bonsoir Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Bonsoir Maurice Safran, vous êtes éditorialiste Challenge. Alors, cette compo, il y a un point d'interrogation au bout. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans la compo, c'est même pas le casting, on va y revenir. Ce qui me frappe le plus dans la compo, c'est ce qui est accolé à Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc pour moi, c'est idéologiquement la confirmation de. Alors, on peut en penser du bien ou du mal. Je pense qu'Éric en pense le grand mal. Non, mais j'ai rien dit encore. Non, mais c'est pas une critique. Mais c'est un choix idéologique très fort. C'est pas ministre des Affaires européennes. Pas du tout. Généralement, c'était ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Pas du tout. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est raccord avec le discours du président de la République. Ah oui, mais c'est un choix idéologique, culturel, extrêmement fort. Et moi, à la limite, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est ce qui m'a frappé le plus. Vous, qu'est-ce qui vous a frappé ? À peu de choses près, il fait ce qu'il a dit. Et il va jusqu'au bout de son projet. Alors, il avait annoncé 15 ministres, il avait annoncé 15 ministres, il y en a 22. Le secrétaire d'État, il y a 18 ministres et 4 secrétaires d'État. Il n'y en a pas 15, mais il n'y en a que 18. Il avait annoncé, je crois que c'est le deuxième plus, en termes de nombre, gouvernement depuis la création de la Ve République. Il avait indiqué qu'il y aurait la parité entre les hommes et les femmes. Ça a été fait, même sur les ministres et les secrétaires d'État. Alors après, on peut demander si, en fonction des ministères. En tout cas, je dis en termes d'affichage, il est par rapport à cela. Et puis il a indiqué aussi, ce qui a été peu souligné, c'est que il y aurait vraiment des personnes dont on se dit il y a une forme de logique à ce qu'elles arrivent dans ces responsabilités. À la recherche, une personne qui est en charge aujourd'hui d'une université, au sport, une ancienne sportive, à l'Europe, on le sait, Jean-Yves Le Drian qui notamment est là-dessus. On pourrait décliner comme ça. Donc il y a des personnes qui ne donnent pas le sentiment d'arriver aux responsabilités uniquement parce qu'ils seraient techniques, mais également avec un regard qui est un regard politique ou de connaissance à l'égard des sujets qui peuvent être amenés à apporter. Et puis également, une prise de guerre qui est quand même assez notable. Nicolas Hulot, certains ont essayé, ils n'y sont pas forcément parvenus. Nicolas Sarkozy avait essayé, François Hollande avait essayé, et c'est quand même une personnalité dont on peut rappeler qu'elle est terriblement emblématique aujourd'hui, et elle n'arrive pas en queue de peloton dans la hiérarchie, elle arrive, si je ne me trompe pas, en 3e position. Emblématique et populaire. Alors, elle est emblématique, elle est populaire. Elle a indiqué d'une manière générale qu'elle apparaissait comme étant relativement désintéressée, parce qu'on peut rappeler qu'on avait parlé d'elle pour pouvoir aller à la présidentielle, etc. Lui avait dit ça m'intéresse pas, et il donne le sentiment. Premier ministre, Collomb et Hulot, donc 3e. Mais ce qui est très frappant quand on parle un peu avec les gens dans les cafés, c'est que le choc, c'est Nicolas Hulot. Et le choc très positif. Les gens apparemment sont très contents qui est Nicolas Hulot. Ça fait des années et des années. Moi, je suis beaucoup plus dubitatif, mais je constate depuis cet après-midi, il y a plein de gens qui expriment leur satisfaction qui est Nicolas Hulot. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est comme on s'habitue vite au changement en politique. Parce que, en fait, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il réalise des choses dont on a pensé pendant des années qu'elles étaient impossibles. La première chose, c'est créer un mouvement ex nihilo qui concurrence les partis traditionnels. Bon, voilà. Ensuite, évincer les deux partis traditionnels au premier tour de la présidentielle. On aurait dit ça il y a 5 ans, tout le monde. Voilà. Il a annoncé qu'il allait faire disparaître le PS.
Il l'a annoncé, et il a annoncé qu'il allait casser la droite. Et à chaque fois, il fait ce qu'il annonce. Et maintenant, vous voyez, on discute très tranquillement de quelque chose qui nous aurait paru complètement... Et il y a des ministres de gauche et de droite au sein du gouvernement, sans que ça semble créer une forme de trouble aujourd'hui, voilà. En tout cas de la part de... Enfin, dans les partis que j'ai mentionnés, là, ça crée plus qu'un trouble. Ça, là, c'est sûr. Le Parti socialiste, c'est un champ de ruines, et vraiment, les Républicains, ça va très très mal. Là, c'est la crise de nerfs qui approche à grands pas. Zemmour savoure. Oui, je savoure. J'aime beaucoup vous entendre là tous les trois. C'est magnifique. Là, vous êtes en marche tous les trois. Ah non, personne n'a dit que c'était magnifique. C'était formidable. Non, mais c'est beau, c'est beau. Je suis ému. Mais je suis ému là. Vraiment, je suis ému là. C'est un procès d'intention, mais c'est pas grave. Le procès d'intention, mais c'est non, je suis ému là. C'est beau, c'est beau. Continuez, ça me fait plaisir. Bon, très bien. J'aime beaucoup le changement, le bouleversement, le renouvellement. Tout le truc en mort. Sauf que tout ça, c'est du pipeau. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est d'ailleurs tout à fait passionnant. Là, je rejoins ce que dit Safran. Qu'est-ce qui est passionnant? C'est que les élites de droite, de centre-droit et de centre-gauche, qui pendant 30 ans ont dominé chacun leur camp, roulant leurs électeurs dans la farine, parlant d'identité pour avoir les électeurs de droite, parlant de guerre à la finance pour avoir les électeurs de gauche. Cet embrouille-là s'est achevé pendant cette campagne. Les électeurs ne marchent plus, et à gauche et à droite. Donc les élites ont changé de stratégie. Le centre-droit s'est mis avec le centre-gauche. C'est ça le vrai changement. C'est-à-dire c'est le guépard. Pour que rien ne change, il faut que tout change. C'est ça la réalité de ce gouvernement, la réalité de la victoire de Macron, la réalité de la nomination d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que c'est Édouard Philippe? C'est un type qui était rocardien dans sa jeunesse et qui est juppéiste. C'est-à-dire exactement ce que je dis. Le centre-gauche et le centre-droit qui se mettent ensemble dans la même personne. Qu'est-ce que c'est que Macron? C'est Juppé en jeune. Qu'est-ce qu'il avait dit, Juppé? Il avait dit qu'il faudra couper l'omelette aux deux bouts pour garder les gens raisonnables au milieu. On y est. On est dans le cercle de la raison, brandi par Minck pour Balladur. C'est toujours la même chose. Il faut que rien ne change pour que tout change. Il y a un très gros défaut dans ton raisonnement, et d'ailleurs, ça va être une difficulté ce soir, c'est qu'on est obligé, là pour le coup, d'être dans le procès d'intention. Comme il n'a pas commencé à agir, on peut dire, mais c'est la même chose qu'avant, c'est le complot, 12 €, c'est le complot des élites, mais tant qu'il n'a pas commencé à agir, comment tu veux juger Le problème d'Éric, c'est qu'il a subi, pas tout seul, avec d'autres, il a subi une défaite idéologique absolument terrible. C'est assez juste ce qu'il dit. D'une certaine façon, c'est la victoire de Minck. Je suis assez d'accord avec lui. Oui. Le cercle de la raison a pris le pouvoir. Avec il l'avait. Maintenant, il a beaucoup cassé. Il y a beaucoup de choses qui sont cassées. Le Parti socialiste a été mis en miettes. La droite. Il y a beaucoup de problèmes à droite. Simplement, c'est une majorité de Français qui s'est exprimée. C'est pas des gens tout d'un coup. Parce que ce qui ne fonctionne pas dans ta démonstration, Eric, c'est que c'est manipulatoire complètement. Bah oui, mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. Quelle est la défaite idéologique d'Éric Zemmour pour vous? Mais c'est ce centre-droit, centre-gauche qui a gagné les élections de façon parfaite. Ça fait des années qu'Éric Zemmour nous explique, et ses livres se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, donc il y a des gens qui pensent comme lui, que c'est la France identitaire qui est majoritaire. On a la preuve aujourd'hui clairement depuis 10 jours que non, c'est pas vrai. C'est du baratin. Non, ce n'est pas du baratin. Non. Elle est majoritaire, c'est du baratin. Voilà, c'est ça que je dis. Non, je ne suis pas d'accord. J'assume tout à fait la défaite politique et idéologique. Enfin, moi, je suis honnête. Voilà. Je suis honnête. Très bien. C'est une grande victoire du cercle de la raison. Je l'ai dit, je n'en disconviens nullement. Mais en revanche, accorde-moi une chose, c'est que il y a eu un premier tour, et que c'est ce premier tour qui est décisif et qui est déterminant, qui note bien, je veux dire, les rapports de force. Et dans ce premier tour, Emmanuel Macron n'a que 24%. C'est-à-dire que le parti du cercle de la raison n'a que 24%. Ensuite, s'agrègent des gens qui ne votent pas pour lui, qui votent contre Marine Le Pen. Le principe du premier tour, ça s'est toujours passé comme ça. Non, c'est très important. Parce que quand tu vois la géographie... Plus que Chirac en 2002. Non, mais je parle pas de Chirac, c'était encore autre chose. Mais à chaque fois, c'est des cas particuliers avec Zemmour. D'accord. Monsieur Zemmour, est-ce que je peux ajouter, sans être soupçonné immédiatement de crypto-macronisme, qu'en plus de la victoire du cercle de la raison, il y a eu la défaite du cercle de la déraison? Parce qu'on a vu dans le deuxième tour ce que c'était que l'alternative de ce cercle de la raison. Moi, c'est pas mon truc, le cercle de la raison. Mais enfin, entre le cercle de la raison et le spectacle pathétique qu'a offert
Marine Le Pen, d'incompétence et de haine totale et de néant, je regrette, les gens se sont massivement portés sur le cercle de la raison. Donc c'est vraiment la défaite idéologique de ces idées-là. Et je m'en réjouis. Que tu dises Maintenant, que Marine Le Pen est devenue le problème majeur des idées qu'elle est censée défendre, oui. Ça, c'est une défense habile, mais... C'est pas une défense habile, c'est la réalité. Les idées qui me... Et alors, on revient sur le gouvernement, Jean-Daniel Lévy. Est-ce que c'est un gouvernement qui peut vaincre pour législatives, enfin, qui peut emmener Est-ce que c'est une bonne équipe pour les législatives ? Pour répondre précisément à la question, et c'est ce que je faisais tout à l'heure, sans porter de jugement. Mais pour répondre précisément à la question, et en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion, il y a une vraie évolution des intentions de vote en faveur des différents candidats En Marche. Candidats qui sont inconnus, candidats dont le programme n'est pas clairement identifié, mais dont les électeurs, et notamment de manière massive les électeurs de droite aujourd'hui, donc l'objectif commence à être atteint de la part d'Édouard Philippe et surtout d'Emmanuel Macron, envisagent de voter pour les candidats Emmanuel Macron. Donc, dans les gens qui ont voté Fillon, la majorité... La majorité, aujourd'hui, déclare « Nous allons voter pour le candidat qui est le candidat républicain ». Mais ils ont voté Macron au deuxième tour. Au deuxième tour, ils ont voté nettement en faveur de Macron, enfin, en tout cas 80%. Pour 1 sur 2. 1 sur 2. 20% pour Marine Le Pen et 18% pour Marine Le Pen et 30% abstention blanc et nul. Absolument. Donc, on a aujourd'hui, de la part de l'électorat de François Fillon, alors il faut rappeler qu'aux législatives, il y a en général moins de personnes qui vont aller voter. En général, entre 20 et 25%, enfin 25 points de moins par rapport à la présidentielle. C'est systématique. Oui, mais systématique. Même en 2002, on avait dit sursaut démocratique, etc. Au deuxième tour, c'était vrai. Mais aux législatives qu'on suivi, il y a eu une baisse de la participation. Il y a eu la participation la plus faible historiquement au cours des élections législatives. Donc là, on est dans une forme, et c'était pas le cas au début, dans une forme d'enregistrement de ce qu'a été la présidentielle, avec des électeurs qui disent « laissons-lui sa chance ». Pardonnez-moi, pas en 88. Ça c'est toujours. Mais parce que 88, Mitterrand l'avait demandé. J'étais là, je m'en souviens très bien. J'étais à côté quand il l'a dit. Il a dit « je ne veux pas de majorité absolue pour un seul parti ». Si on est rigoureux, vous avez dit « ça s'est toujours passé comme ça », ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça quand le président l'a demandé. Est-ce qu'on sent se dessiner, je suis moins savant. Oui, excusez-moi, quand le président lui-même dit « je ne veux pas », les électeurs écoutent. Je suis moins savant que notre ami sondeur, mais ce qu'on sent bien se dessiner, c'est qu'effectivement, des Français de droite et de gauche, des électeurs socialistes et des électeurs centristes des Républicains veulent que le président ait sa majorité, donc ça va progresser effectivement. Les Républicains vont tenir, il y aura de nombreux députés républicains, les Républicains ne s'écrouleront pas cette fois-ci. Les Républicains vont tenir. Ça sera beaucoup plus difficile. Ça ira au gouvernement après. C'est ce que je dis, ça va tenir jusqu'aux élections législatives, on est d'accord. Et ça va être sans doute compliqué pour Jean-Luc Mélenchon, à qui un certain nombre d'électeurs de gauche en veulent à cause de la prestation terrible de Marine Le Pen, et on en rencontre tous les jours des gens qui ont voté Mélenchon au premier tour et qui lui en veulent pas. Si, il y en a tous les. Mais si, tous les jours. Dans les rédactions. Pas du tout. Au contraire, c'est exact. Pas du tout. Mais absolument pas. Et la dernière chose, c'est que ça va être également compliqué pour le Front National, qui aura sans doute moins d'élus, parce que les électeurs du Front aussi, d'une certaine façon, encaissent le choc Marine Le Pen. Mais parce que de toute façon, ça aussi. Ça se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire que le parti du président gagne non pas parce qu'il y a une surmobilisation des électeurs du président ou ceux qui viendraient se rallier, mais parce que ceux qui ont perdu restent à la maison. On est d'accord là-dessus ? Absolument. Ça, ça s'est toujours passé comme ça aussi. Et pour Jean-Luc Mélenchon, avec une dimension particulière, c'est qu'il y a des jeunes qui sont venus voter pour lui, des personnes qui sont issues des quartiers populaires, des personnes qui ne sont pas les plus intéressées pour la politique. Et comme on sait qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une abstention différentielle, c'est-à-dire que c'est pas toutes les catégories de population qui s'abstiennent de la même manière, mais il y a des catégories qui vont uniquement quasiment voter à l'élection présidentielle, c'est cette catégorie de population qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui risque de lui faire défaut dans le cadre des prochaines élections législatives. J'aime bien maintenant le mot pudique pour dire les banlieues, c'est devenu les quartiers populaires maintenant. Donc ceux qui les banlieues qui votent, parce que c'est ça, c'est pour Mélenchon, c'est les banlieues. Il fait 45% de Seine-Saint-Denis. 2 euros. Maintenant on appelle ça quartier populaire. Non mais c'est intéressant, moi j'aime bien la sémantique. Ça fait longtemps que c'est utilisé comme sémantique. Oui, non, j'aime bien, c'est intéressant. Et dans cette équation, je rappelle quand même que c'était le contrat de base de Macron qui a été adopté par les Français qui pensent que des gens qui pensent
pensent la même chose doivent gouverner Ça ensemble. date effectivement Non, mais- de la Maison Bleue de Juppé en 2002, Mais ça de fait 30 Rocard, ans de qu'ils pensent Balladur. la même chose. Oui, mais il y a quelqu'un Depuis qui a le réussi à virage de synthétiser. 83. Il y a quelqu'un Non, qui a non, réussi à non, non. synthétiser. Il n'a pas réussi à synthétiser, Ah, je si. te répète. C'est que les électeurs se sont rebellés. Ils se sont rebellés à droite contre Juppé, ils ont tué Juppé. Ils se sont rebellés à gauche, ils ont tué Valls et ils ont tué Hollande. Donc, les élites du centre-droit et du centre-gauche se sont retrouvées orphelines. Mais oui! Mais évidemment! Mais non, c'est pas seulement ça. Il y a quand même... Parce qu'aujourd'hui, Macron fait ce que Juppé devait faire. Et ce que Rocard avait rêvé de faire. Oui, mais Juppé et Rocard ne pouvaient pas le faire. Mais si. Ils ne pouvaient pas le faire pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, parce qu'ils étaient vieux en politique et qu'ils avaient des vieilles pratiques et qu'il y a un type qui a cassé ce système-là. Non, pas du tout. Si, il y a un type qui a cassé ce système. Il a cassé parce que le système s'est cassé devant lui. C'est la mer Rouge qui s'est ouverte, c'est pas lui qui a ouvert la mer Rouge. Est-ce que vous connaissez la phrase de Maurice Duverger, le grand prof de droit constite, qui disait la France veut une politique de centre, mais pas exécutée par des centristes. Ça vous dit quelque chose? Et vous pensez qu'il a raison? Mais ils sont pas centristes. Bah oui, justement. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou est-ce que vous pensez que c'est ce qui se passe, c'est peut-être ce qui va... Mais pas du tout. Je répète, Juppé et les gens du Parti socialiste ont tué eux-mêmes leur propre parti. C'est quand même simple. Pourquoi? Mais parce que c'est très simple. Juppé, en DRPérisant la droite, en l'UDFisant, comme disait jadis Pasqua. Pas du tout. On peut pas dire du tout. que en même la temps. ligne Wauquiez a fait perdre à Fillon le premier tour. On peut. Et je sais que c'est pas ce que tu penses, mais on peut exactement penser ça. On peut penser que la droite identitaire a fait perdre la... Parce que tu crois que Fillon, c'est la droite identitaire? Non. Je dis pas du tout ça. Je dis que la partie de la droite identitaire qui a soutenu Wauquiez et Sens commun, c'est peut-être eux qui ont fait perdre Fillon aussi. C'est le contraire. Une petite phrase de conclusion. Je reviens juste à l'origine. Quand Macron s'est lancé, moi j'ai parlé avec des gens qui étaient très peu politisés. Et Macron a réussi à capter chez ces gens le ras-le-bol du blocage du pays, de la sclérose. C'est pas une manipulation. C'est juste qu'ils ont dit, on n'en peut plus, ils ne font rien, il faut qu'ils s'unissent entre gens qui pensent la même chose. Et il a capté cette chose. Comme le journal Le Monde. Mais non! Et il a réussi. Écoute, c'est pas si mal. Et il a réussi. Ah bah les langues, si tu fais peu maintenant. C'est toujours mieux que Minute, par exemple. Ah bah oui, ça t'arrête. Moi j'ai une hiérarchie. Bon. Donc, voilà, il a réussi à capter ça et à le cristalliser. Donc c'est pas que la mer Rouge, il a vraiment travaillé pour que la mer Rouge s'ouvre devant lui. Et puis aussi, en partant des études d'opinion, depuis longtemps, quand on demande dressez-nous le portrait idéal du président de la République, on demande à ce que ce soit un homme jeune, si possible qu'il soit expérimenté en politique et en même temps qui ait fait un passage dans le privé, qui soit capable d'avoir une forme d'honnêteté, d'être à l'écoute et également de pouvoir rassembler la gauche et la droite. Donc, et ça, le portrait type du président de la République, mais c'est pas nouveau. C'est existe depuis nombreuses années. C'est de la propagande médiatique. Mais ça, c'est de la manipulation. Mais Zemmour, absolument. Et donc, ça fait 20 ans qui est que vous drôle, courez le crâne des gens. Non, mais ce qui est avec drôle, ce genre de critiques. ce qui est drôle, c'est qu'Éric Zemmour, qui lit les journaux plus attentivement que nous, et qui accuse nos lots de parler comme le monde. Mais oui. Les journalistes politiques, que ça te plaise ou pas, les journalistes politiques, toutes sensibilités confondues, ont mené une campagne contre Macron. Les journalistes politiques. Ah non, alors là, ça leur a été du tout. Ça leur était insupportable. Jean-Daniel Lévy. Insupportable. Jean-Daniel, prenez le pouvoir. Il y a une question. Jamais un candidat n'a été autant soutenu par les médias dans l'histoire de la Ve République. Il y a une question à laquelle les Français n'arrivaient pas à répondre positivement, c'est quel est le projet d'Emmanuel Macron. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est un responsable politique qui, à travers sa personnalité, son histoire, ce qu'il était, ce qu'il représentait, qui correspondait justement au portrait type de ce qu'attendaient les Français pour le président de la République, mais en même temps se poser la question et se sont posé la question jusqu'au bout en se disant les Français sondés par les sondeurs avec les questions. Mais oui, les Français manipulés par les sondeurs de la raison. Oui, absolument. C'est ça. Oui, allons dans le sens de la. Là, c'est 10 euros dans le cochon. On ira au Bahamas se faire mais c'est exactement comme Obama, exactement. Et donc l'enjeu maintenant, c'est quel projet politique va être porté par ce nouveau gouvernement. L'enjeu principal, c'est quel va être le projet politique. C'est-à-dire qu'il a rassemblé, et vous avez commencé à poser la question, qui est la question de la composition, vous avez posé la question de l'affichage, donc là, le théâtre est posé. On voit en fait quels peuvent être les acteurs, au moins jusqu'aux prochaines élections législatives. Mais les Français continuent de poser la question, c'est
que comptez-vous faire réellement? Quelle est votre feuille de route et quel est votre type de vision pour la Essayez de l'assommer, s'il vous plaît. Il y a des choses qui doivent plaire à Éric Zemmour, par exemple. Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation, c'est un antipédagogiste. Il faut lire ses chroniques dans Le Point depuis des années. Mais ça fait je suppose que ça fait partie de l'autre complot. Non, j'avais observé. C'est l'alibi du complot. Non, j'avais observé à ma grande surprise et à ma grande joie. Antipédagogiste. Que Macron lui-même n'était pas du tout égalitariste et n'était pas flatté et séduit par les réformes de Najat Vallaud-Belkacem. Et j'ai dit à ma grande surprise et à ma grande joie. Zafran, une dernière petite question. L'exclusion de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin des LR, ça vous chiffonne, ça vous étonne pas? C'est une bonne idée? Je pense que ça, c'est pas bon pour eux, pour les législatives. Ça montre une fermeture, une dureté. Surtout, ils n'ont pas exclu Édouard Philippe. Je crois que sur l'image, c'est pas une bonne chose. Ça n'a aucune importance. Mais pour l'image, c'est pas une bonne chose. Voilà. Parce que exclure en ce moment, c'est pas terrible. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. En plus, ils sont pas exclus. Ils font plus partie de fait. Ils ont fait un truc. Je veux dire une chose, ça peut être une chance fantastique pour la droite. On le dira après. Se débarrasser enfin de tous les centristes qui sont en fait de gauche, les Le Maire et compagnie. C'est la chance historique de la droite. T'as bien fait de venir. J'attendais ça depuis 30 ans. Où commence la gauche? C'est une grande question. C'est une grande question. À gauche de Zemmour, la gauche de Zemmour commence à gauche de Zemmour. Vous pouvez répondre par un mot à une question. Emmanuel Macron, il est le bénéficiaire ou l'instigateur de l'état du paysage politique français actuel? Pour moi, c'est les deux. Mais pour tout le monde, c'est les deux. Il a très bien compris, très vite, très tôt, avant tout le monde, ce qui était en germe. C'est un excellent politique, et un excellent stratège. Ça, on peut au moins être d'accord sur ce point-là. Qui a tous les médias contre lui. Non, mais avec lui. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus en direct sur ce plateau. Dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan et Tanguy Pastureau. Mais tout de suite, c'est l'heure d'Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était tough. Vous êtes tous chamboulés. Vous êtes tous chamboulés. Normalement, Alba, c'est à la fin. Mais là, c'est au milieu. Oh là là. Bonsoir, Alba. Nous sommes en direct. Et du coup, vous aussi? Non, moi non. Et alors là, on vous fait le coup qu'on fait normalement à Tanguy. C'est la pub. Ok. De retour en direct sur le plateau de Zemmour et Nolot pour notre émission spéciale Nouveau Gouvernement. Voici Florence Portelli et Pierre-Yves Bournazel. Par ici. Bonsoir. Bonsoir Florence Portelli. Bonsoir. Vous êtes porte-parole LR. Vous êtes proche de François Fillon. Et pour vous, dans la main tendue d'Emmanuel Macron, il y a un bâton de dynamite. Ce qui est le contraire de votre voisin. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel. Vous êtes candidat aux législatives et vous répondez oui, vous à la main tendue du président Macron. Alors on va débattre de tout ça, mais avant le débat, c'est l'heure de notre Alba Ventura. Alba, à vous. Alors, je prends la question parce que en plus il faut que je fasse tout ici. On en sait plus sur le rôle de Brigitte Macron. Alors c'est ça, on sait ce qu'elle veut faire en tout cas à l'Élysée, ce qui lui tient à cœur, c'est de s'investir dans le handicap et sans doute plus particulièrement dans l'autisme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué lors de la passation de pouvoir à l'Élysée dimanche, il y avait un monsieur en fauteuil à la fin de la file d'attente où Emmanuel Macron a serré toutes les mains. C'est un monsieur que Emmanuel Macron et Brigitte Macron avaient rencontré à l'hôpital de Garches, qui est spécialisé, vous savez, dans le handicap très lourd. Et cet homme avait écrit à l'Élysée en disant « J'aimerais assister à la passation de pouvoir ». Bon, l'Élysée n'avait pas répondu. Alors du coup, il a écrit aux équipes d'En Marche, et là, les équipes d'En Marche ont donné suite. Et vous vous souvenez aussi que le handicap, c'était la carte blanche d'Emmanuel Macron au moment du débat avec Marine Le Pen. Et il faut dire que l'un des tout premiers marcheurs, c'est un handicapé, c'est Patrick Toumelet. Il est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis. Et alors, il raconte ceci, Patrick Toumelet. Il y a 2 hommes politiques qui m'ont marqué face au handicap. Il y a eu Dominique de Villepin qui avait poussé mon fauteuil pour m'emmener aux toilettes. Et il y a Emmanuel Macron, le seul à s'être accroupi pour me parler. Bien, il paraît que l'ambition de notre Premier ministre a commencé assez tôt. Il avait 13 ans, enfin, c'est ce qu'a raconté en tout cas Guillaume Durand dans une conversation qu'il a eue avec Édouard Philippe. Il était en 4e au collège quand ses parents ont acheté pour la première fois une télé. Parce que chez les Philippe, il n'y avait pas de télé, c'était des profs, ils voulaient pas de télé. Mais finalement,
En 4e, ils ont acheté la télé et à ce moment-là, il s'est passionné pour les débats politiques et notamment il regardait L'heure de vérité avec François-Henri de Virieu, Alain Duhamel. Et il s'imaginait souvent que c'était lui qui était interviewé. Maintenant, ça va lui arriver. J'ai une petite anecdote mignonne au sujet des enfants. Je voulais la raconter. Vous savez que les rumeurs sur sa nomination ont commencé une semaine avant d'être nommé à Matignon. Et alors, durant toute cette semaine, il y a une petite fille de 7 ans qui, dans son école du 9e arrondissement de Paris, n'a pas cessé de dire à ses camarades « Mon papa, il va être président de la République ». Et donc, c'est la fille d'Édouard Philippe, son 3e enfant, qui a vu plus grand pour son papa. Et on ne répétera jamais assez qu'il ne faut rien dire devant les enfants parce qu'ils comprennent tout. Bon, alors dites donc, Alba, le MoDem, on en parlait tout à l'heure, mais il s'en sort plutôt pas mal. Hein. Ah non, mais carrément pas mal, c'est le casse du siècle qu'il a fait, Bayrou. On est d'accord. Ministre de la Justice, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes. Je vous ai entendu en parler tout à l'heure. Sylvie Goulard, elle est plus au MoDem. Hein, oui, mais enfin, elle a été longtemps. Mais elle a été très, très longtemps. Et alors, aux législatives, ils partirent 35, ils arrivèrent 80, et encore, il paraît que c'est pas terminé. Comme quoi, le coup de colère, effectivement, de François Bayrou a marché. Mais alors, moi, il y a un petit truc quand même que j'ai trouvé curieux. C'est que pour les législatives, les règles n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. Souvenez-vous, Manuel Valls n'avait pas été retenu comme candidat En Marche parce qu'il ne répondait pas aux critères, car il avait déjà 3 mandats à son actif. Et lorsqu'il s'est agi de Marielle de Sarnez, avant qu'elle soit nommée ministre, elle était candidate aux législatives, là, ça n'a pas posé de problème. Vous savez combien elle a de mandats à son actif, de mandats de député européen? 4, quand même, 4. Donc, pour l'un, ça pose un problème, pas pour l'autre. Alors, il y a une nuance. Oui, c'est pire que ça, parce que c'est pas un mandat national, c'est encore plus focus que ça. Oui. Le truc focus, c'est, ah non, mais elle a fait des mandats européens, pas des mandats nationaux, comme quoi, sérieux. La tambouille politique, ça change pas. Alors, on finit avec le pataquès chez Europe Écologie Les Verts à l'occasion des législatives. Cette histoire, c'est l'histoire de l'affiche de la discorde. Vous connaissez cette photo ou pas? Regardez-la. Alors sur la photo, vous avez la candidate Europe Écologie Douška Marković avec son suppléant Thierry Schaufhauser à Paris. Lui, il milite pour la cause transsexuelle. Enfin, en même temps, j'ai pas besoin de dire. C'est les Verts. Hein. On aurait vraiment cru que c'était pour... Mais alors au départ c'était très sérieux, mais alors leur idylle a pris fin parce que la photo a commencé à circuler sur Internet. La direction des Verts a dit ah non mais c'est pas possible, on est bien décomplexé, mais quand même faut pas pousser mémé dans les orties. Du coup la candidate a dit que c'était un photomontage, mais lui, ou elle, a très mal pris. Et il a raconté, mais non, tout le monde était d'accord pour la séance de photos. C'était Xavier Cantat, l'ex-compagnon de Cécile Duflot, qui prenait les photos. Tout le monde lui cherchait d'ailleurs un rouge à lèvres à ce monsieur parce qu'il avait oublié le sien. Enfin, ça ne choquait personne. Donc il était furax de refaire cette photo. La direction d'Europe Écologie Les Verts a dit non, c'est non. Alors du coup, la candidate a menacé de démissionner. Lui, le suppléant, il s'est vu titulaire avec sa robe moulante et sa perruque. Bon, au final, la candidate a été réintégrée, je vous la fais courte. Lui a été viré. Il va porter plainte pour discrimination. Et on l'a dit 500 fois, le sexe et la politique, ça ne fait pas bon ménage. Eh ben, dites donc, alors vous restez avec nous, Alba. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP et que c'est maintenant l'heure de notre grand débat. Donc, rebonsoir Florence Portelli, bonsoir Pierre-Yves Bournazel. Alors, à droite, c'est la déchirure, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, la droite est au pied du mur. Et vous, qu'allez-vous faire ? Florence. Merci Pierre-Yves. Moi, je vais faire ce que fait quelqu'un de droite, qui reste à droite. Je vais militer à droite et tout faire pour que la droite remporte les législatives. C'est basique, mais en général, ce qui est basique est assez cohérent. Vous avez été choqué par la nomination de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ? Oh non, choqué ou déçu, il faudrait s'attendre à quelque chose de mieux à la base. Donc non, je ne suis pas choquée. Ça fait partie. Macron n'a pas perforé la droite avec ses. Pas du tout, surtout que Bruno Le Maire, pour qui j'ai de l'estime intellectuelle, mais c'est quelqu'un qui pesait 2% en primaire. Donc c'est pas la droite. Ça fait plusieurs mois qu'il était un peu seul, qu'il s'était retiré un petit peu de nos affaires politiques, qu'il avait laissé tomber en cours de route François Fillon. Donc si vous voulez, dans une trajectoire personnelle, qu'il regarde, moi je n'ai pas à critiquer ça, mais c'est vraiment très personnel. Il a jugé à cause de l'affaire Fillon qu'il ne pouvait plus faire campagne. Oui, enfin, il se déjuge assez rapidement, Bruno Le Maire. Mais c'est un traître là pour vous estimez? Non, traître c'est un grand mot. Mais dans votre parti, on a dit ça. Oui, mais vous me demandez à moi. Ah oui, vous êtes différente. Non, mais en tous les cas, pour moi, c'est pas un trait, c'est simplement quelqu'un qui suit sa ligne aujourd'hui, puis qui est finalement dans le reflet de notre société actuelle, je trouve. Moins d'engagement, moins d'idées. Ça m'étonne, ça me faisait rire quand vous disiez qu'Édouard Philippe regardait l'heure de vérité pour avoir une vocation. À l'époque, quand même, ça volait un peu plus haut. Moi, je vois les choses de manière tout à fait différente. D'abord, je veux dire que cette élection présidentielle, elle était imperdable.
Pour la droite. Pour la droite. Et nous avions le président de la République le plus impopulaire de la Ve République, M. Hollande, qui était donc de gauche. Et nous avons perdu parce qu'au fond, depuis des années, je le dis comme élu de la nouvelle génération, et sûrement Florence, même si nous avons des sensibilités différentes, nous n'avons pas rénové la droite. Ni sur les idées, ni sur la vision, ni sur la stratégie. Et donc, ce qui nous est arrivé, eh bien, c'est une responsabilité très lourde et très collective, et nos chefs de file en portent une lourde responsabilité. Est-ce que la principale responsabilité, c'était pas de vouloir retirer François Fillon du jeu, finalement? Est-ce que est-ce que vous n'avez pas cette responsabilité-là, tous les deux? Je crois que, non, je crois que je crois que ça vient de loin. Et je crois que quand on travaille pas dans l'opposition pendant 5 ans, eh bien, c'est difficile ensuite de gagner. Et ça, je pense qu'un certain nombre de ténors de la droite portent une lourde responsabilité. Maintenant, Emmanuel Macron, il s'est engouffré dans la brèche. Il est aujourd'hui le président de la République. Et moi, je pose la question toute simple. Quand on est de droite, en tout cas libéral, quand on est européen, ça c'est tout le contraire d'Éric Zemmour, quand on est libéral et européen... Déjà, vous mettez des bémols, c'est bien. On ne peut pas être contre la réforme du travail que va prévoir le président de la République, Premier ministre. On ne peut pas être contre la refondation de l'école qui est portée pour relancer l'ascenseur social. On ne peut pas être contre le recrutement de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmes supplémentaires. On ne peut pas être contre la moralisation de la vie politique. Et donc, à un moment, moi je le dis, la politique, c'est d'abord l'intérêt général. Et quand on est en convergence de vue, on ne s'oppose pas de manière frontale et stérile. On vous aurait proposé un poste, vous y seriez allé ou dans le gouvernement Gérald Darmanin? Répondez à ma question. Non, mais c'est pas une question de personne, c'est une question de projet. Moi, je l'ai dit... C'est aussi une question de personne, oui, parce qu'on n'a pas de contrat de gouvernement avec Macron. Donc à partir de là... Non, le gouvernement, c'est sur les idées. Et les convergences d'idées... C'est pas le système allemand. Et Éric Zemmour va être d'accord avec moi. Ah bon? Il va être d'accord avec moi. Il va être d'accord avec... Moi, je parierais pas très cher, mais bon... Non, mais pas sur le fond. Alors, mais c'est-à-dire que c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont la même vision des réformes vitales pour l'avenir du pays. Mais revenons un peu en arrière, c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce qui vous sépare fondamentalement? Il n'a pas commencé à gouverner, mais fondamentalement des grandes orientations de Macron. J'ai écouté vos camarades de parti. Ils ont sorti la CSG. On a l'impression que c'est vraiment la pomme de discorde totale. Qu'est-ce qui vous sépare fondamentalement de Macron? Il y a un problème de fond par rapport à ce que vient de dire Pierre-Yves, même si je tiens à dire quand même qu'à la base on est amis, on est même collègues à la région. Mais là, je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est que primo, oui, c'est une question de personne. Parce que si c'était une question de programme, on aurait fait comme en Allemagne où chaque parti arrive avec ses idées, négocie sur un programme de gouvernement, et à partir de là, on travaille ensemble. C'est pas le système qu'il a choisi. Lui, ce qu'il veut, c'est siphonner les partis traditionnels pour se retrouver seul face aux extrêmes. Et ce que veut Macron, pour moi, c'est le système de Bruxelles. Macron, c'est notre Juncker à nous. C'est un gros bloc central. Tout ce qui est à côté, c'est illégitime. Et du coup, il reste plus que les extrêmes en embuscade. Et ben, moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. Ça s'appelle la troisième force. Exactement. Non, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la troisième force. C'est la 4e République. Et bientôt, il y aura la proportionnelle en plus. Donc là, ce sera la fin de tout. Troisième force, on est bien à la troisième force. Et on réinventera les apparentements. Je voulais vous dire, je suis d'accord avec vous sur un point. C'est effectivement un accord d'opinion. Je l'ai dit tout à l'heure dans le précédent débat. Je pense que au bout de 15 ans où Juppé a tellement centrisé la droite, puisque c'est lui qui invente l'UMP, c'est lui qui se fait sur ce rassemblement sur la mort du RPR d'avant, c'est lui qui donc laisse tout l'espace colbertiste, patriotique, souverainiste, social au Front National qui s'est engouffré dedans. Il laisse tout ça, il vient au centre droit. Si on met la parenthèse Sarkozy, mais c'est une autre discussion. Oui, ah bah oui. Non, mais c'est grosse la parenthèse Sarkozy. Je reviens si tu veux, mais là on a. Ne vous énerve pas. Je reviens si vous voulez à la parenthèse Sarkozy, c'est autre chose. Mais en tout cas, la ligne Juppé, c'est ça. La ligne Juppé, c'est le fleuve qui se jette dans la mer Macron. Ça aurait pu être le fleuve Macron qui se jette dans la mer Juppé. Ça aurait été exactement la même chose et vous auriez été dans le même camp. Donc c'est tout à fait logique. Maintenant, moi, je ne prendrais pas un air aussi déconfit, chère madame. Je dirais bon vent, qu'il s'en aille. Ça fait 30 ans qu'ils nous cassent les pieds, qu'ils pourrissent la droite, qu'ils l'empêchent d'être de droite, qu'ils l'arrachent aux volontés de l'électorat populaire. Du coup, tout cet électorat populaire, il est chez Marine Le Pen. Laissez-les partir. Bon vent, qu'ils aillent avec Macron. Je vous assure qu'on refasse un RPR comme sous Pasqua et Séguin. C'était eux qui avaient raison. Et c'est la victoire de Juppé, Sarkozy et Chirac
qui a tué le RPR et qui a Darmanin, tué la droite. porte-parole de Sarkozy, entre gouvernements, c'est Darmanin, alors lui... Non, enfin, c'est pas cohérent. Quoi. Non, mais ce que dit Éric Zemmour quand même, c'est que c'est vrai que, et bon, moi je critique pas Alain Juppé, là je vais pas aussi avec Éric Zemmour, mais il y a une ligne qui a été choisie du temps de Chirac, et c'était pas la ligne de Séguin, c'est-à-dire qu'il a fait campagne sur la fracture sociale, qui d'ailleurs est un thème qu'on pourrait encore appliquer aujourd'hui, qu'on n'a toujours pas réglé, très sincèrement. Et ça, pour moi, c'est la vraie question pour la droite aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette fracture sociale. Et la ligne qui a été choisie, c'était celle de Juppé. Je dis pas qu'elle était, je porte pas d'opinion sur la ligne Juppé, je dis simplement objectivement, c'est pas la ligne Séguin qui a été choisie, et on a tué la ligne Séguin en 1995. Voilà. Moi, je pense par ailleurs, la droite aujourd'hui, les Républicains aujourd'hui, il y a une ligne Wauquiez, il y a une ligne Barouin. La ligne Wauquiez, dont Marion Maréchal Le Pen dit avant de partir. Exactement. Elle fait exprès, elle est maligne, la petite. Oui, je sais bien. Et il y a une ligne de rallier à Macron. Dont elle dit on peut discuter. Il y a au moins 3 blocs. Pardon. Non, je vous en prie, mais elle dit on peut discuter avec Laurent Wauquiez. Non, mais moi, je fais l'analyse inverse. Pourquoi Marine Le Pen ou Mélenchon sont hauts dans les élections? Parce qu'on n'a pas de résultats. Et que les derniers gouvernements de droite comme de gauche n'ont pas fait les réformes utiles pour le pays. Et que là, il y a une opportunité historique de rassembler des hommes et des femmes qui ont une convergence de vues sur les réformes, je l'ai dit, sur le travail, sur l'école, sur la sécurité, sur la modernisation de la vie publique, et d'obtenir des résultats. Et on combat l'extrémisme politique en obtenant des résultats sur l'emploi notamment. Pas en noyant tout le monde. Et en rassemblant. Mais non, mais il faut arrêter de sortir de mais si il te reste plus que les extrêmes face à toi, c'est sûr qu'il reste plus que les extrêmes. C'est mathématique. Si tu soustrais, t'additionnes pas. Les extrêmes, elles existent. Elles existent. Et quand il y a des blocs gauche contre droite, la gauche est souvent d'accord avec des réformes qui pourraient être menées par la droite, mais elle les bloque. Et la droite bloque les réformes de la gauche pour avoir quoi au bout? La victoire au quinquennat suivant. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et Madame Le Pen se nourrit de ça, ainsi que Monsieur Le Pen ne se nourrit pas de ça. Elle se nourrit des échecs des uns des autres. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les gens ont aussi voté Mélenchon parce qu'il racontait, c'est pas forcément son analyse n'est pas la mienne. Moi, je suis à droite, mais c'est quand même quelqu'un qui racontait un récit national. Moi, j'ai été frappée quand il y a eu le débat où ils étaient avec tous les candidats un peu bizarres là. Quand il a parlé du service. De résumer. Non, mais quand il a parlé du service public. Et quand il a parlé du service public, alors il y avait des conclusions qui n'étaient pas les miennes, mais c'était très intéressant ce qu'il disait. Ça s'inscrivait dans l'histoire de la monarchie, de la Révolution française. Alors lui, il occulte la monarchie parce qu'il a ses obsessions. Mais enfin, en tous les cas, ça s'inscrivait dans l'histoire. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils se sentent déracinés. Moi, je crois qu'aussi un des rôles de la droite, c'est de raconter quel est notre enracinement pour mieux aller vers l'avenir. Excusez-moi, mais vous ne trouvez pas ça troublant? Je vous pose la question et en même temps à Zemmour, parce qu'on parle beaucoup de Juppé, que des gens aussi différents que Darmanin ou Estrosi soient sur cette ligne-là. Si ça correspondait à cette fracture d'une droite juppéiste et d'une droite qui serait plus à droite, bon, là ça marcherait, mais les noms qui acceptent la main tendue viennent de diverses sensibilités mais ils sont pas hyper nombreux, ils sont pas nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Non, ils sont de plus en plus nombreux. Si moi je prends tous les conseillers municipaux, rien que dans ma communauté d'agglomération, je vous ai 100 personnes demain. D'accord. Donc c'est facile, ils n'ont pas pris des parlementaires, ils ont pris des maires, des conseillers généraux, des départementaux. Que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur quand même. Je vais compléter sa réponse, si tu permets. D'abord, il y a l'opportunisme personnel. Ah ouais, enfin ça marche dans le sens. Oui, mais en l'occurrence là, ils peuvent être ministres. Donc là, il y a quand même pas mal d'opportunisme là-dedans, chez Darmanin, chez Le Maire, etc. Et deuxièmement, ce que tu sous-estimes, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont une étiquette sarkozyste ou qu'ils ont une étiquette même filloniste qu'ils ne sont pas idéologiquement juppéistes. Il y a, mais oui, mais c'est ce que je me tue à t'expliquer. Il faut les passer à confesse. C'est la juppéisation des esprits mais non, c'est quand même simple. C'est quand même simple. Il y a un décalage. J'en ai pour très peu de temps. Il y a un décalage entre l'électorat de la droite, et les chefs de la droite. Tous chefs confondus. Sarkozy, derrière un discours inspiré de Patrick Buisson, a fait une politique macronesque. C'est ça le problème de la droite. Mais sur l'identité, il a parlé, mais il n'a rien fait. Le problème de la droite et de la gauche, d'ailleurs, et des politiques jusqu'à présent, c'est qu'ils ont tendance à suivre l'opinion. C'est-à-dire que, c'est-à-dire à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ils suivent la commission de Bruxelles, ils suivent pas je crois que la politique meurt de ça. Et qu'à un moment, quand on veut assumer des responsabilités, il faut offrir un chemin au pays. Et je crois que la force d'Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est qu'à un moment donné, il a montré un chemin et une voie. Oui, comment faire du tripatouillage comme ses aînés, mais puissance similaire. Un certain nombre d'hommes et de femmes venus de la gauche et de la droite, qui sont d'accord sur des réformes essentielles, je disais tout à l'heure,
se rassemblent pour essayer d'obtenir des résultats. Si ça marche, on peut faire reculer l'extrémisme politique et redonner confiance. On verra si ça marche. Mais pourquoi on ne tenterait pas? Et pourquoi ceux qui iraient au gouvernement aujourd'hui? Parce qu'ils ont la conviction que ces réformes sont utiles, seraient des opportunités. Parce que si ça réussit, on dira le contraire. C'est que les gens ont du mal avec les partis politiques. Ah bah oui, mais ils ça, ne se retrouvent plus dans les partis politiques. Du mal avec les partis politiques. Le chemin que propose c'est pour ça qu'on va les réformer, Emmanuel Macron, auquel adhère Pierre Bournazel, c'est le dépassement des clivages, le dépassement de ces partis. Le dépassement déjà, il y a le fait que vous avez une circonscription qui n'est pas donnée gagnante, donc vous essayez aussi parfois d'avoir un petit arrangement, ça vous évite de vous prendre une grosse veste. Excusez-moi, mais parfois il faut quand même parler. Non, pas pour toi du tout. Non, franchement pas. Et puis t'es pas ministre, donc excuse-moi, c'était pas pour toi. C'est loupé. Non, peut-être qu'il le sera après les législatives. Vous pouvez pas non plus dire, voilà, moi je renouvelle les pratiques politiques déjà en mettant quelqu'un comme Mézard quand même qui est dans la vie politique depuis 1983. Enfin, ça fait quand même doucement rigoler. On va pas en ministre de l'Agriculture. Oui, mais non, c'est pas les vieux, c'est le nombre de mandats qu'il a fait dans le temps. Depuis 1983, il est élu. Oui, mais Jean-Yves Drian, non mais attendez, il a fait des mandats. Il est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le renouveau, c'est du marketing. C'est du marketing dans ce moment. C'est bien que le renouvellement, c'est du. Mais c'est du, évidemment, c'est du pipeau. Non, mais c'est sûr que vous alliez dire que c'était un gouvernement gadget. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Non, c'est pas. Et là, c'est pas que du gouvernement gadget. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que vous avez des gens qui vont faire campagne contre les types qu'ils ont soutenus encore la semaine dernière. Si ça, c'est pas de la vieille politique, la vieille tambouille politicienne, mais c'est hyper je crois tout le bien contraire. ça. Je crois tout le contraire. Je crois que Bruno Le Maire, il n'a pas soutenu les gens contre lesquels il va... Moi, je crois que l'archaïsme... Mais Édouard Philippe aussi. L'archaïsme politique, pour moi, c'est l'opposition frontale et systématique contre les réformes que la droite et le centre n'ont même pas eu le courage de mener. Voilà. Et donc, si elles sont faites, là, les réformes qu'on attendait depuis longtemps, celles que j'ai citées tout à l'heure, le travail, l'école. Alors on va dire on s'oppose alors que c'est nos idées. Je crois que la modernité, si elles sont pas faites, qu'est-ce qui se passe? Le programme est mis en application, ça marche pas. Mais je pense qu'il faut arrêter les godillots. Et les législatives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si les choses ne sont pas faites, il faudra le dire. Mais moi, je crois qu'elles vont être faites, et je crois à la détermination notamment d'Édouard Philippe, que je connais très bien, qui est un réformateur en profondeur, et qui va agir dans l'intérêt de la France. Si c'est engagé dans cette démarche et qu'il croit qu'elle peut aller jusqu'au bout dans l'intérêt de la France, laissez-les gouverner. Donnez une chance au président de la République, au Premier ministre, de mettre en œuvre les réformes. De toute façon, ils vont gouverner. Donc, même si on les laisse pas, ils vont gouverner. Ni la droite et la gauche depuis 20 ans. Mais et les législatives? Il faudrait quand même employer le mot réforme. Réforme, qu'est-ce que c'est pour vous? Réforme, c'est-à-dire il faut sous-titrer. C'est des réformes libérales. Non, c'est pas changer ce qui marche pas. Ça, c'est le discours blairiste, on le connaît par cœur. Moi, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. En général, ce qui marche, c'est les réformes libérales. C'est idéologique. Il faut assumer l'idéologie. Donc, j'assume d'être libéral. Faut pas dire c'est ce qui marche. Non, c'est pas ce qui marche. C'est l'idéologie libérale qui est en dominante dans l'Europe. Et donc, les élites énarchiennes, parce que on revient à un schéma quand même, un président énarque, un premier ministre énarque, comme en 74, c'est quand même très intéressant, Giscard Chirac, on revient à ce schéma-là. Les élites énarchiennes ont décidé de se prendre en main et de s'allier. Énarchienne ou énarchique, comme vous voulez. Énarchique, allez, les élites énarchiques. J'ai beau être habitué, ce soir, tu bats des records. Énarchique, allez. C'est énorme. Ont décidé de obliger le vieux pays à s'adapter à la mondialisation. C'est ça que vous appelez réforme qui marche. Je vais vous répondre. Mais vous avez le droit. Dites-le franchement. Ne vous cachez pas dans les trucs qui marchent. Je vais vous répondre. Ça veut rien dire. Je connais très bien votre discours. Je lis toutes vos analyses. J'apprécie votre culture et votre intelligence, mais nous sommes en désaccord total. Mais c'est bien. Je veux dire que par exemple, en 2003, en Allemagne, il y a eu des réformes libérales, les réformes Hartz. Ça a fonctionné sur l'emploi et sur la formation. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en France. Là, on va le tenter. Et la gauche et la droite... à utiliser avec beaucoup de prudence. Vous avez vu les dernières statistiques sur la pauvreté en Allemagne? Sur la pauvreté en Allemagne. On a une démographie un peu différente. Ils n'ont pas les mêmes syndicats. C'est tout à fait différent. Mais ils ont fait des réformes qui ont permis très clairement de faire diminuer le chômage et de remettre sur le marché de l'emploi un certain nombre de personnes qui n'étaient plus. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de mener ces réformes-là qui permettront de la simplification administrative, la baisse simple des charges sur les entreprises, notamment les TPE, les PME. On en a besoin de revoir le contrat de travail lorsqu'il est trop rigide. C'est pas être un banquier, il n'y a pas que les réformes Non, mais ça, c'est des mots. C'est pas des mots, non. La culture, je t'assure, c'est pas des mots. Mais moi, la justice, c'est pas des mots. L'exercice régalien du pouvoir, c'est pas des mots. C'est juste la 5e République. Bien sûr, mais je suis attaché comme toi à toutes ces notions. C'est pas des gros mots, c'est pas subalterne. On n'accuse pas quelqu'un d'être énarque
marque, d'être banquier, d'être jeune, d'être vieux. J'accusais personne. Ils sont ce qu'ils sont. Ça, c'est la pensée. Ce qu'on leur demande, ce n'est pas des accusations. qu'on leur demande, je finis juste, ce qu'on leur demande, c'est d'être efficace et d'amener des résultats. Non mais c'est quand même typique de la pensée unique en ce moment dans ce pays, c'est que dès que vous dites un truc, c'est dévoyé. Donc on a attaqué les vieux, on a attaqué tous les énarques, c'est pas du tout ça. Et moi j'ai jamais dit le mot vieux, j'ai simplement dit qu'il y avait des méga cumulards et qu'au bout d'un moment c'était pas ça le renouveau. Non, je dis que c'est une question de personne. Et on a le droit. Avant, disait pas que Monsieur c'était Bournazol, et on a le droit de dire pour Nazol, à la tête dans les hautes sphères énarchiques, il y a une idéologie dominante et qui sera imposée. On a le droit de le dire. Ça, c'est pas une insulte. Éric Zemmour, je vais vous dire une autre chose. Il y en a une autre qui existe, mais c'est tout à fait louable, c'est que vous et un certain nombre de vos amis, avec beaucoup de talent, vous avez gagné aussi une bataille idéologique à droite, et moi je veux avec d'autres la gagner dans les 10 ans qui viennent, et c'est plutôt les idées libérales, européennes, et moins conservatrices sur un certain nombre de sujets. Il y en a un qui dit que je perds, il y en a un qui dit que je gagne. Merci. Non, vous avez gagné sur un certain nombre de nos électeurs, oui, et je pense que justement on ne doit pas suivre le mouvement de l'opinion, on doit être en capacité de porter une vision et d'entraîner l'opinion derrière un projet de société. Et le projet de société que moi je veux pour mon pays, c'est le contraire du vote, mais c'est le débat et c'est normal. Absolument. Et c'est tout à fait respectable. Je voulais juste demander à Florence Portelli si elle avait des nouvelles de François Fillon. Il est passé où? Il est passé où avec tout ce qui s'est pris dans la figure? Ça reste un être humain. Je sais que les politiques maintenant sont des persona non grata, mais ça a quand même été abominablement violent. Et il laisse la droite se déchirer. Maintenant, il laisse pas la droite se déchirer. Mais alors, s'il était encore là, on dirait, mais il a rien compris, il revient pas. Non, mais c'est ça qui est terrible en ce moment. On n'entend pas beaucoup ni lui, ni Nicolas Sarkozy. Mais on s'inquiète. Il s'est fait fracasser. Alain Juppé, ce matin, dit je ne ferai rien, je ne veux pas faire de commentaires. Non, mais bien sûr, mais on n'entend pas les grands ténors de la France. Il s'en est pris pas mal dans sa carrière. Oui, mais enfin, Pierre-Yves, c'était très violent. Les saillies d'Éric Zemmour. C'était quand même. C'était un débat idéologique. Ali Juppé pendant la primaire, c'était pas mal. Je suis un. Cette campagne présidentielle ne ressemble à la ligne rien d'autre. idéologique de Juppé, j'ai le droit. Encore. Donc il pense ses plaies. Mais ça vaut pas pour Nicolas Sarkozy, alors. Nicolas Sarkozy aussi. Il a abandonné la politique. Oui, enfin, il est muet. Ah, bah, tiens. J'ai un petit cadeau pour vous. Messieurs Tanguy, j'ai un petit cadeau qui va rassembler tout le monde, soutenir Paris 2024. Voilà, les sports, c'est bien ça. Eric, vous soutenez. C'est écrit en français ou en anglais? C'est écrit en français. Ah, bah alors vous avez changé, c'est bien. Non, il y en a deux slogans. Maître Francheri pour l'international et pour français, venez partager. Ah, bah c'est déjà ça. Est-ce que vous pouvez m'en rapporter? Ça ira très bien avec mon pull bleu-blanc-rouge. Ah oui. Non, il y en a pas assez. Non, prends-le. Alors, vous restez avec nous, car voici maintenant Tanguy Pastureau. Eh oui, Tanguy. Ah, bonsoir Tanguy, venez. Regardez comme on est beaux tous les trois. Regardez, ils sont deux, nous sommes trois enfin réunis. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Tanguy, vous restez avec nous d'ailleurs, parce que le meilleur arrive maintenant. Après l'effort, le réconfort. Tanguy, on vous fait le coup de la pub. Eh bien, pendant la pub, vous avez raté la discussion sur les spaghettis mongoliens entre Éric Zemmour et Florence Portelli. Ça, c'était quelque chose de retour. Et foot aussi. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo, toujours en direct, donc, vous le voyez. Avant de recevoir Nicolas Dupont-Aignan, Tanguy, c'est à vous. Et cette semaine, Emmanuel Macron, le loup de Wall Street, est devenu président de la République. Alors la première à arriver à l'Élysée a été Brigitte, sa femme. On lui avait dit que c'était un bal costumé, donc elle est venue en Marie Pervenche. Tous les types mal garés dans le secteur ont paniqué en la voyant. Hollande est sorti sur le balcon, regardez le jardin. La prochaine fois qu'il fera ça, ce sera dans son F3 à Tulle. Et il contemplera le défilé des mobylettes devant le kebab chez Momo Lafrite. Il a donc pleuré. Puis il a rejoint Macron qui l'a bouffé des yeux tandis que lui ne le regardait pas. Hollande, c'est pas un mec facile. Si on le sort pas au Buffalo Grill, la formule avec café gourmand, il n'offre pas sa fleur. C'est la première fois que Macron se prend un râteau. Alors le beau gosse a fait un discours où il a annoncé qu'il serait le soir même au boulot. Ça change parce que Hollande, le soir de son investiture, avait mangé des croustichauds en regardant Louis la Brocante. Ensuite, Macron a fait un baiser à l'agent de police. C'est comme quand Renaud chante « J'ai embrassé un flic », mais à jeun. C'est la première fois qu'un président papouille sa propre femme à l'Élysée et pas une actrice ou une chanteuse. C'est comme de venir au restaurant avec sa lunchbox. Puis Macron a touché des gens. Il a la vie d'un frotteur du métro. Il a mis les deux mains sur son pote Castaner, un type à l'allure de rugbyman qui va finir nu dans le calendrier des dieux du stade.
Il a tripoté Marielle de Sarnez, l'unique membre du MoDem. Il l'a débauché, elle et Bayrou, donc il n'y a plus personne dans le parti. Il a caressé le visage de Collomb, heureusement pas l'inverse. Collomb savait que c'était la fin des vacances pour lui, donc il était en pleurs. Il a même fait pouet-pouet camion à Catherine Barbaroux, une de ses proches, parce qu'il a fermé les yeux 7 secondes sous l'Arc de Triomphe. Maintenant, il se comporte comme Gilbert Montagnier. Cette semaine, Macron a donc dit au revoir à Hollande, qu'il n'a pas regardé alors que l'autre s'était enfin décidé à le faire. Ils sont pas synchro du tout. Les faire s'accoupler, eux ou les pandas du zoo de Beauval, c'est aussi difficile. Puis Macron a salué par derrière Hollande qui saluait d'autres gens devant, une sorte de chenille sans les mains. Il a ensuite défilé dans une Jeep de bidasse, un peu comme Kim Jong-un, sauf que lui n'est pas coiffé par un monsieur qui a Parkinson. Et comme il est trop cool, il a fait yes du pouce plus un clin d'œil. Et s'il avait eu un jeune à portée de main, il lui faisait un check. À côté, Obama, c'était Balladur en train de siroter une camomille en chaussons. Il a rallumé la flamme des soldats inconnus en 10 secondes, là où sur Koh-Lanta, ils mettent 4 jours à faire le feu, mais Macron est supérieur en tout. La preuve, c'est qu'il a plu. Et là où Hollande ressemblait à une aisselle de Méditerranéen trempé, lui a juste eu l'air de James Bond s'il sortait d'une soirée mousse au Queen. Il s'en est pris, mais plein la tête. À la fin des films de Marc Dorcel, ça donne ça, mais avec une dame bulgare à la place de Macron. Eh ben, ses fans étaient mouillés aussi, mécontents. On ne sait d'ailleurs pas si c'était la pluie ou l'excitation. Alors pendant ce temps-là, Hollande s'est rendu rue de Solferino, au siège du PS. Il avait envie de voir ce qu'il avait coulé. C'est comme si chez Costa, le capitaine cherchait à remonter sur le Concordia. Alors des admirateurs, des comédiens payés par Cambadélis lui ont offert des roses. On serait cru dans le Bachelor s'ils avaient éclaté le budget. Hollande a fait un discours sous le soleil qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. En 1 minute, sa peau a brûlé, alors qu'il pleuvait sur Macron. Comme quoi, c'est pas lui qui a tiré la flotte, c'est la fonction de président. Les déséquilibrés qui avaient déployé une banderole merci avec la tête de Hollande ont réintégré leur cellule capitonnée à l'issue de leur permission de sortie. Enfin, Hollande a déclaré laisser le pays en meilleur état qu'il ne l'a trouvé. Nous aussi, on dit ça quand on va aux toilettes. On dit, je te jure, chérie, c'était comme ça quand j'y suis allé, j'ai même passé la brosse. Bon, dans les 2 cas, c'est faux, bien sûr. Alors, cette semaine, Hollande a aussi posé pour sa dernière séance photo, qu'il a dû faire sous LSD, parce qu'il s'est lâché. Alors, il a touché ses lunettes. Comme président, il était moyen, mais comme mannequin, un flelou, mais il est parfait. Puis, il a fermé les yeux, métaphore de son action politique, et il a fini par poser comme Emmanuel IV. Salut, toi. Mais vous vous installez comme ça à Pattaya, il y a tout un bus d'Allemands qui essaie de vous prendre un par un. Il tente d'être sexy, comme nous tous, bien sûr, mais il n'est pas Macron. Alors cette semaine, Mercato Télé, Florian Philippot, chroniqueur chez BFM, CNews, LCI, a posé avec banquise l'ours polaire, un appel du pied très clair à la chaîne Animaux. Ça sent le transfert. Cette semaine, le président Macron a subi un bizutage cruel. On l'a obligé à écouter un discours entier d'Anne Hidalgo assis dans un fauteuil, qui est reconnu par la Convention de Genève comme moyen de torture. À Guantanamo, les types crient « Non, tout, mais pas Hidalgo, elle va nous parler vivre ensemble et reconquête des quais de Seine !» Puis la maire de Paris lui a fait signer son abonnement Vélib. Elle le déteste, donc elle a coché pour lui l'option sans sel. Et il a encore serré des mains. Dans la foulée, il a par erreur serré les testicules de Fifi, le chien de Monsieur Martin, qu'on voit au premier plan et qu'il a mordu. Alors à noter que pour son pot à l'Élysée le soir, Macron a invité les Bogdanov. Comme ça, même s'il chope la grosse tête, à côté, ça se verra pas. Cette semaine a aussi été nommé le Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre. Il passe du Havre à l'hôtel de Matignon. C'est comme d'habiter à la Grande Motte et de partir en vacances à Petra. Alors Bernard Cazeneuve l'a regardé, comme on regarde une bus passer dans le ciel au-dessus de la RN12, parce que Philippe fait 1m93. Il a été obligé de se baisser pour embrasser Cazeneuve, si l'autre se retrouvait à lui lécher les tétons. Et même si Macron a émoustillé tout le monde, ça se fait pas. Enfin, cette semaine, Macron a rencontré Angela Merkel. Il est venu en bleu alors qu'elle était en rose. Jamais des dirigeants n'ont autant ressemblé à un paquet de chamallows.
Merkel, sous le charme, elle aussi a présenté Macron, mais comme Tim Cook, le boss d'Apple, quand il dévoile la nouvelle version de l'iPad mini. Puis, il a nommé ministre Bayrou, Collomb, Le Drian, que des petits jeunes. Hein, en tout cas, si on vivait en 74. Et aussi Nicolas Hulot, qui va démissionner demain. Hein, et aux finances, Bruno Le Maire. L'écho, c'est Bruno. Le ministère, c'est le maire. Macron est frais, dynamique, beau, confiant. Et du coup, nous aussi, ça va poupée? Yeah. Bref, quel beau quinquennat ça va être. Bravo. Merci Tanguy. Je rappelle à tout le monde que nous sommes en direct et que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. C'est maintenant l'heure de notre prochaine invité politique. Avant de recevoir Nicolas Dupont-Aignan, regardez cette question qui fâche. Je lui en exprime ma gratitude. Nicolas, merci. 29 avril, le Rubicon est franchi. Nicolas Dupont-Aignan, vous faites alliance avec Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine. Élu présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre. Un accord qui devait se prolonger jusqu'aux législatives, affirmiez-vous pendant l'entre-deux tours. Vous allez aux prochaines législatives, si j'ai bien compris, présenter des candidats Debout la France partout. Et dans 50 circonscriptions, une cinquantaine, il n'y aura pas de candidat Front National contre vous. Tout à fait. Et pourtant, 2 semaines plus tard, cet accord semble avoir succombé au faible score de Marine Le Pen. Vous me disiez 50 circonscriptions sont réservées pour chacun des deux partis. C'est plus le cas. Eh ben, c'est plus le cas. Les candidats de Debout la France et du Front National devraient partout s'affronter au premier tour des législatives. D'où cette première question. Votre choix lors du deuxième tour de la présidentielle était-il judicieux? La vision du général de Gaulle de l'Europe, c'est exactement la vision que je défends depuis 20 ans, que j'ai défendue avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua. Il y a entre le général de Gaulle et l'extrême droite un très vieux contentieux. Le général de Gaulle, il est entré dans la carrière publique contre l'extrême droite. Nous avons bâti une alliance historique qui va changer le cours de l'histoire de France. Marine Le Pen a changé, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Si j'étais méchant, je dirais que Nicolas Dupont-Aignan a troqué son indépendance pour un plat de lentilles. Je pense qu'il a voulu prendre un raccourci vers le pouvoir et qu'il a fait une erreur politique. Votre ralliement est intervenu alors que le FN traverse une crise idéologique. Si Marine Le Pen a perdu, c'est parce que peut-être elle n'a pas assez infléchi son programme. Sur l'euro, parce que les Français ne comprennent pas. Et cette deuxième question, votre alliance a-t-elle accentué le désordre au FN? Si le Front National demain ne défend plus la souveraineté nationale, ne se défend plus la sortie de l'euro, vous restez au Front National? Si le Front demain garde l'euro? Oui, non. Le peuple français veut garder l'euro. Donc je crois qu'il faut s'incliner devant sa volonté. Alors question qui fâche, Nicolas Dupont-Aignan, votre alliance avec Marine Le Pen peut-elle assombrir votre avenir politique? Alors cette question qui fâche était préparée par Dimitri Kefelec. Alors avant de parler du gouvernement j'ai une petite question de moi et avant de vous laisser avec les deux Eric. Mariage éclair, divorce douloureux. Vous semblez avoir infligé à votre parti ce qu'Emmanuel Macron a fait à l'ensemble, lui, de la classe politique, c'est-à-dire la fracturer, la rendre inaudible et créer un problème pour les législatives. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Pas du tout. Rêver. Alors, dites-moi. C'est ahurissant. Dites-moi. En vérité, vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai fait. Alors, je pense que Zemmour sera d'accord avec vous. J'ai rien. Encore une fois, cessez de me prêter tous. Parce qu'on est toujours dans la caricature. Dites-moi ce que je n'ai pas compris. J'ai fait un choix de second tour que j'assume totalement et que je ne regrette pas un instant. Et j'ai fait sauter un tabou, une digue, le piège de Mitterrand qui enferme la droite depuis 20 ans dans la division pour laisser une gauche minoritaire au pouvoir. J'ai fait cela volontairement. Et ce que j'ai fait portera ses fruits dans le temps, c'est-à-dire que je veux réunir l'ensemble des droites pour mettre fin à cette absurdité qui fait que la gauche est minoritaire et la droite est tellement con dans ce pays qu'elle se divise et qu'elle laisse la gauche gouverner. Tout ça parce qu'on nous ressort des vieilles histoires d'extrémistes, d'extrême droite, etc., qui a changé. Jean-Marie Le Pen, je n'aurais jamais fait alliance avec lui. Marine Le Pen, cela n'a rien à voir. Le FN a changé. Et quand il y avait le choix entre Macron, qui va vendre le pays par morceaux à l'Union européenne, et on a vu ce qu'il y a au gouvernement, on en parlera après, et de l'autre côté, le programme de Marine Le Pen,
que j'avais d'ailleurs infléchi sur certains points dans le cadre d'un accord, eh bien j'ai fait mon choix, je l'assume. Deuxième point. Vous aviez un accord avec le Front National. Deuxième point. J'ai pas parlé du Front National. Vous voyez comme vous transformez toujours les choses. Non. Vous aviez un accord avec Marine Le Pen. Non, je refuse. Non, mais vous deviez être son Premier ministre. C'est extraordinaire. Attendez la suite. C'est extraordinaire. Je soutiens Marine Le Pen. On infléchit le programme. On fait un pacte de gouvernement. Et je lis dans toute la presse. J'entends à la radio. Nicolas Dupont-Aignan rallie le Front National. J'ai jamais adhéré au Front National. Je n'ai jamais rallié le Front National. Je ne le rallierai pas. Je suis debout la France. Je ne change pas. Simplement, j'ai fait ce que Léon Blum a fait en 1935 avec le Parti communiste stalinien. C'était autre chose que le Front National. Et là, toute la presse de gauche adore. J'ai fait ce que François Mitterrand a fait avec le Parti communiste, que toute la presse dit c'est magnifique, mais quand c'est moi qui le fais avec un parti, on dit que je suis un monstre. Donc j'assume. Attendez la suite. Après, on a surévalué ce mariage. C'est-à-dire, on a dit, il est parti au Front National, ils sont fondus et tout. Non. J'ai dit à Marine Le Pen, elle le sait, et je l'ai même dit à la conférence de presse. Personne ne l'a repris dans les télés. J'ai dit, nous resterons indépendants. Nous ne sommes pas fusionnés. Et donc, quand ensuite, après, on est passé, il était prévu 90% des circonscriptions en concurrence. Et il n'y avait que 50 circonscriptions où il était éventuellement prévu des retraits. On a convenu ensemble que nous devions aller séparément devant les électeurs sur 100% des circonscriptions. Un changement de 50 circonscriptions. Et qu'est-ce que je lis? Attendez, non mais il faut dire les choses aux Français. Qu'est-ce que je lis? Divorce, catastrophe, le mariage est fini. Mais c'est n'importe quoi tout ça. Ce que je veux dire, très clairement, c'est qu'il n'y a plus que 2 partis d'opposition à droite. Il n'y en a plus que 2. Les Républicains, ils vont à la soupe. Les Républicains, quand vous allez voter Républicain aux législatives, vous ne savez pas si vous allez voter un député qui va voter Macron ou contre. Il y a Debout la France, parti gaulliste, qui reste gaulliste, et puis il y a le Front National. Et les Français vont enfin avoir le choix entre 2 partis d'opposition et qui ne veulent pas être divisés. Vous refaites l'histoire. Ah ben je refais pas l'histoire, je vous raconte ce qui s'est passé. Quand vous avez fait alliance avec... J'en sais quelque chose quand même. Quand vous avez fait alliance, vous n'êtes pas rallié, vous avez fait alliance avec le Front National. Exactement. Oui, oui. Enfin un journaliste avisé. Oui, mais qui ne confond pas les mots. C'est pas rallié. C'est pas rallié, non? Non mais j'ai pas fini. Non, pas vous. Vous avez fait alliance avec le Front National. Moi j'ai posté le tweet suivant. J'ai dit, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan a bradé son honneur politique pour un plat de lentilles, et il n'y aura pas de lentilles, il y aura des cailloux. Écoutez, Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes un invité régulier de cette émission. Oui. Dans cette même émission, vous nous avez répété saison après saison ce qui vous sépare irrémédiablement du Front National. On a les archives à votre disposition. Je peux les écouter. D'accord. Et je vais vous dire une chose. Attendez un instant. Et donc, vous acceptez de devenir le Premier ministre d'un parti... Pas d'un parti. Si, non. Marine Le Pen est présidente du Front National. Eh bien, pas de chance pour vous. Ah bon. Marine Le Pen n'était plus présidente. Oh non, mais arrêtez, j'ai lu le programme. Mais lisez le programme. Elle est de nouveau là, en tout cas. Extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Écoutez. Il y a une réalité, si je peux... Elle représentait le Front National, ne jouons pas sur les mots. Non, mais est-ce que moi je peux continuer? Vous avez écouté longuement. Bon, alors si je peux pas répondre à votre question, mais au moins laissez-moi répondre. J'ai un bref exposé, vous pourrez répondre tout de suite. Et je peux répondre. Le programme, je l'ai lu. D'ailleurs, pendant toute la campagne présidentielle, c'est extraordinaire, vous avez passé votre temps à dire « Mais Monsieur Dupont-Aignan, vous avez le même programme que Madame Le Pen. » Le programme de Madame Le Pen présidentiel, c'est pas celui du Front National il y a 10 ans, c'était la copie conforme du programme de Philippe Séguin et des gaullistes sociaux, la copie conforme. Et j'ajoute, dernier point, que je l'ai modifié sur 6 points très importants et que nous sommes tombés sur une modification du programme. Donc, je n'ai pas à me disculper, c'est fini. Vous savez, ce qui va être extraordinaire, c'est fini. Les hommes politiques ont peur des journalistes, c'est fini. Première chose, c'est en contradiction avec tout ce que vous nous avez déclaré ici, saison après saison, archives à votre disposition. Ensuite, mais parce que, je suis désolé, le programme de Madame Le Pen à la présidentielle n'était pas un programme d'extrême. Ensuite, n'a rien à voir avec le programme du Front National de Jean-Marie Le Pen. Les lentilles se sont évaporées, il y a cette histoire de circonscription, quoi que vous disiez. Mais non, c'est moi qui y perds. Ah oui, oui, c'est ça, c'est bien ce que je vous dis. Mais c'est moi qui l'ai voulu. Je vais vous dire pourquoi. Je vous pose la question essentielle. Quand vous avez vu ce débat d'entre deux tours, est-ce que vraiment vous pensiez que la femme que vous avez vue, la femme politique, c'était une future présidente de la République? C'était ça qu'il fallait pour le pays? Je vous parle à la fois de son programme et de son comportement. Eh bien, vous vous dites, je vais être le Premier ministre de cette femme parce que c'est ça qu'il faut à la France. En tout cas, en toute honnêteté, en toute confiance. Ce que je vais vous dire, c'est que quand je lisais le programme de M. Macron et que je lisais le programme commun que nous avions signé,
Eh bien, pour la France, je peux vous dire que le programme commun que nous avions signé en termes de reconquête économique, de progrès social, rien ne vous a dérangé. Oui, c'est vrai que c'est pas le problème. c'est pas la question la loi travail qu'on va avoir cet été par ordonnance. Rien ne vous a dérangé dans ce débat. Je vais pas revenir sur le passé. Les Français ont jugé. Je vais pas revenir sur le passé. Mais moi, je vous dis une chose, très clairement. C'est que ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de préparer une alternative pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation avec tous les patriotes, et l'ensemble de la droite. Parce que ce que j'ai fait, ça met fin à des 30 ans, 40 ans de division. Et les 11 millions de Français qui ont été traités pendant toute cette campagne comme des chiens, comme des extrémistes. Pourquoi? Faut voir ce qui s'est passé entre les deux tours. La caricature qu'il y a eu. Les électeurs ne sont pas des extrémistes. En revanche, on a vu une candidate extrémiste. Ah oui. Si je peux. Dans son comportement et dans son discours. C'est votre jugement. Ah oui. Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour elle. Il y en avait. Moi, je les respecte. Hein. Oui, j'espère. Il y avait 4 millions de Français qui n'avaient pas voté pour elle au premier tour, qui ont voté pour elle au second. Il y a 4 millions de Français qui ont voté blanc. Ça veut dire qu'il y a 8 millions de Français qui n'ont pas voulu de M. Macron comme moi, et qui ont soit voté blanc, soit voté Marine Le Pen. Est-ce que ces 8 millions de Français, ils sont Front National? Donc moi, je veux reconstruire la droite. Je veux reconstruire un grand parti comme l'était le RPR. Il a implosé votre parti. 3 des vice-présidents sont partis. Je vais vous dire, je peux vous dire imploser. Ça me fait doucement rigoler. Ou exploser. Parce qu'on a interviewé 3 personnes. Ah oui. Vous savez, sur 100 secrétaires départementaux, combien sont partis? 5. Vous savez combien d'adhésions on a eu? Vice-président responsable du projet. Oui, alors, on a les emmerdes des grands partis maintenant, puisqu'on a grandi. Donc ça m'est complètement égal. Parce que je vais vous dire une chose. Personne n'a été interviewé les milliers de personnes qui nous ont rejoints. Personne n'est venu interviewer les élus qui nous ont rejoints. Parce qu'on a assisté, évidemment, j'avais cassé un tabou. Alors évidemment, j'étais le diable. Alors on a interviewé toujours les mêmes personnes qui disaient c'est pas bien, parce qu'ils étaient 50 ans en arrière. Mais est-ce qu'on fait de la politique en revenant 50 ans en arrière ou en prévoyant l'avenir? Et quand vous allez voir le gouvernement Macron, avec sa politique antisociale, sa politique de soumission à Bruxelles, sa politique de désastre économique, eh bien là, vous allez voir qu'on va reconstruire. Et moi, je veux reconstruire et unifier. Je veux rassembler. Et j'ai fait le geste de rassemblement. Moi, je ne vais pas vous faire de leçons de morale, vous l'imaginez. Non, parce que je pense que ce que j'ai fait, vous l'avez approuvé. Absolument. Donc, je voudrais vous non, dire... pas approuvé, compris. Enfin, je veux dire, vous avez je l'ai non sans plus approuvé, que ça fait des années que j'explique que la droite a eu tort de ne pas s'allier au Front National depuis très longtemps. Il a même écrit un éditorial qui explique exactement... Mais c'est pour ça que j'ai dit au début de la séquence que... Mais c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. Mais je ne veux pas vous parler de ça, puisque vous vous êtes opposé à Nolo là-dessus. Moi, je voudrais vous demander plusieurs choses. La première, j'ai bien entendu tout à l'heure, quand Nolo vous a demandé si vous aviez pas regretté ce débat, vous avez dit, je comprends très bien ce que vous voulez dire, que dans le choix des programmes, vous avez préféré celui de Marine Le Pen à Macron. Donc j'ai bien entendu que, comme nous tous, comme moi y compris, vous avez trouvé que Marine Le Pen n'avait pas été à la hauteur de ce débat, même si son programme... C'est vous qui le dites. Bon, très bien. On a votre avis. Moi, je ne suis pas là pour... D'accord, j'ai compris que vous voulez parler des choses qui vous dérangent. Deuxièmement, quand vous parlez... liberté. Quand vous parlez des... Répondez de temps en temps. Quand vous parlez des législatives, vous dites, c'est moi qui ai voulu ne pas avoir les 50 circonscriptions. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je suis pas fait pour ces accords d'appareil, ça m'intéresse pas. Et j'aime pas ces espèces de trucs. Je suis pas Monsieur Bayrou qui a fait son truc avec En Marche. Moi, j'ai dit à mes collaborateurs, basta. J'ai voté Marine Le Pen au second tour parce que je la connais, parce que j'ai confiance en elle et je sais qu'elle n'est pas la caricature que les médias font d'elle. Attendez un instant. En revanche, pensez ce que vous voulez. En revanche, je ne connais pas obligatoirement Monsieur X, Madame Y, qui est candidat Front National dans telle circonscription. Et je préfère qu'au premier tour, les Français aient le choix complètement. Je veux pas ces espèces de systèmes qu'il y a entre l'UDI et les LR. J'ai compris. Et j'ai pris exactement le système de Mitterrand avec les communistes. Excusez-moi un instant. C'est-à-dire des candidats partout. J'ai compris. Les Français ont le choix. Je trouve que nous sommes partenaires, mais en même temps différents. J'ai compris. Et c'est clair. Je trouve que Marine Le Pen aussi pourrait, d'ailleurs, vous dire que cette méthode est bien meilleure parce que elle pourrait être déçue de votre alliance. Puisque si on voit les chiffres de vote
de tous les électeurs. Vous savez que, en gros, il y a seulement 10% d'électeurs de Mélenchon qui ont voté Marine Le Pen. Il y a un peu moins de 20%, entre 16 et 20 de Fillon qui ont voté Marine Le Pen. Et chez vous, ça ne monte qu'à 35%. Oui, 40, bon, qu'importe. Voilà, moi j'avais 35%. Oui, mais qu'importe. Et donc c'est pas vraiment, si vous voulez, il y a quand même les 2/3 de vos électeurs qui n'ont pas suivi, qui ne vous ont pas suivi et qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen. Mais heureusement qu'ils sont libres, les électeurs. Ils sont libres, mais donc si vous voulez, vous ne maîtrisez quand même qu'un tiers. Mais vous n'avez été approuvé que par un tiers de vos propres électeurs. D'abord, sondage à voir. Mais il y a quand même eu 4 millions de Français qui ont rejoint Marine Le Pen entre les deux tours. Oui, certes. 4 millions. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai fait ce que je croyais bon pour mon pays. J'ai pas fait des calculs extravagants. Ça a surpris. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce qui est important? Attendez, excusez-moi. C'est de reconstruire et d'avoir une offre politique alternative, sérieuse, avec des gens posés. Je vais y venir. Je comptais y venir. En rassemblant. Je comptais y venir. Je voudrais vous faire on sait le résultat. Absolument. Malheureusement. Un dernier calcul. Je sais que l'on vous avait proposé, au début de la présidentielle, de retirer votre candidature pour rallier François Fillon, contre un accord qui aurait pu être beaucoup plus intéressant et pour vous et pour vos élus. Attendez, j'ai dit que je restais dans le calcul. Est-ce que vous ne regrettez... Non mais attendez. Ça m'intéresse pas. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui, vous auriez pu infléchir le programme de François Fillon, vous auriez pu faire gagner François Fillon comme Bayrou a fait gagner Macron. Aujourd'hui, nous serions dans une situation tout à fait différente. Vous auriez amorcé l'union des droites dont vous êtes aujourd'hui le parangon, et moi je suis tout à fait favorable à cela, mais est-ce que vous n'avez pas raté le coche par, je dirais, par orgueil? Vous dites qu'avec les voix de Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon serait parvenu au second tour. Exactement. Soyons francs. D'abord, vous ne savez absolument pas si les électeurs ne m'appartiennent pas. C'est vrai. Et vous ne savez absolument pas si les électeurs qui votent pour moi auraient suivi. C'est vrai. Deuxième point, j'ai une ligne de conduite que j'ai pas changée, c'est peut-être mon défaut, depuis un certain nombre d'années, depuis mon travail avec Philippe Séguin, ça fait 20 ans. Je dis la même chose. Je sais que c'est rare dans le milieu politique. Je dis que quand un pays est dépendant d'une organisation illégitime, antidémocratique, qui le ruine, on ne peut pas céder. Je n'ai pas fait accord avec M. Fillon pour une raison très simple. C'est qu'il défend la même Europe que M. Macron. C'est qu'il était pour tous les traités. C'est qu'il a signé tous les traités qui ont créé le chômage de masse, créé la misère en France. Vous savez, vous vous souvenez de cette phrase de Philippe Séguin extraordinaire et qui est très instructive pour le gouvernement qu'on a là. Philippe disait toujours, Nicolas, les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste. Les deux détaillants, c'était les deux boutiques, et la gauche. Le Parti Socialiste, le RPR, l'UMP, s'approvisionnent chez le même grossiste. Ça a duré 20 ans. Il y a un moment, les Français s'en sont aperçus, il n'y a plus de clients chez les deux détaillants. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les deux détaillants? Eh bien, ils font la même boutique unique, avec la même politique. Ça durera entre 6 mois et 2 ans. Ça va aboutir à la ruine du pays. Et moi, ce que je veux, c'est reconstruire le pays en redonnant l'indépendance à la France. Ça ne veut pas dire contre l'Europe. Ça veut dire redonner une indépendance à la France, contrôler nos frontières, contrôler notre budget, contrôler nos lois, c'est-à-dire les voter démocratiquement. Et puis, avoir une vraie politique de relance économique et sociale. Vous savez, rien n'a changé. Ceux qui ont échoué depuis 20 ans, séparément, se remettent ensemble. Ça va être un désastre. L'emballage était plus sexy, c'est du papier glacé. Alors il y a un jeune qui s'appelle Macron, il y a un jeune qui s'appelle Édouard Philippe, mais leur politique, elle est vieille. Elle a échoué depuis 20 ans. Moi, mon boulot, c'est, 1, d'unir toutes les droites, de les rassembler. 2, d'avoir un beau projet de reconstruction national et européen. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Les petites histoires, des sièges, des magouilles, je suis pas doué pour ça. Éric Zemmour, je suis pas doué pour ça. Je suis pas né sous la 4e République, ça ne m'intéresse pas. Avec qui vous voulez exactement avec le peuple français. Non, parce que je avec vous lis. Le peuple français, cher Monsieur Nolot. Le peuple français qui a été... très bien de quoi vous voulez parler. Eh bien, je vais vous dire. Le peuple français qui a subi une élection présidentielle digne des républiques bananières, de propagande, d'insultes, de discrimination. Si je peux finir ma question, si l'élection présidentielle, Éric Nolot, si l'élection présidentielle qu'on a vécue, notamment entre les deux tours, s'était passée en Russie,
toutes les belles âmes parisiennes auraient été avec des pancartes sur Monsieur la place Rouge en disant c'est plus la démocratie. Je voudrais savoir avec qui vous vous unissez quand vous-même vous dites que mon parti a décidé de rester libre totalement pour que les Français aient le choix d'un patriotisme républicain de bon sens, ce qui veut dire que il y a peut-être du patriotisme républicain de moins bon sens. Et un de vos délégués régionaux dit que le danger, c'était que votre parti Debout la France soutienne des candidats FN douteux. C'est avec ça que vous voulez... Mais vous allez... Non, mais vous dites c'est votre parti. Attendez, vous dites. Mais si, c'est votre parti. Vous voulez vous unir avec des gens qui, au fond, ne sont pas très fréquentables, mais c'est les seuls alliés dont vous disposez. Excusez-moi, je comprends plus rien. Il y a une minute, vous m'accusez... Et enfin, vous m'accusez pas. Vous dites, Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes tout seul. Vous ne faites aucun accord avec personne. Et maintenant, vous dites que je fais des accords avec des gens douteux. C'est pas du tout le cas. C'est ce que dit votre délégué régional. Ce délégué n'est pas habilité à partir au nom du parti et a dit n'importe quoi. Ah oui. Donc la ça démocratie existe. dans votre parti, c'est... Ça existe. Ah oui. Les délégués régionaux n'ont pas le droit de parler. Mais je vais vous dire. Intéressant. Je vais vous dire. Il n'est pas délégué d'ailleurs. Ah bon. Il a été pris par le journal comme ça. Mais je vais vous dire, quand on fait le geste que j'ai fait, qui a brisé un tabou, qui gêne considérablement la pensée unique, parce que désormais, les alliances vont venir. Et il y a beaucoup de républicains qui m'ont rejoint. Des milliers d'adhésions des républicains. Plutôt rejoindre M. Macron pour non, les républicains. Excusez-moi, vous trompez les dirigeants, ceux qui vont à la soupe. Ceux qui approuvent cette politique européenne, libre à eux. Vous êtes sûr que les législatives vont valider votre... La base républicaine. Vous êtes sûr? Aux législatives, ils vont venir vers vous? Est-ce qu'ils vont venir vers vous? Ou vers En Marche plutôt? Mais vous savez tout à la place et vous allez parler à ma place. Je vous pose des questions. Non, vous laissez beaucoup parler, Monsieur Dupont-Aignan. Ah bah, merci. Oui. Vraiment, c'est très gentil à vous. Non, s'il y a une émission dont vous ne pouvez pas vous plaindre, c'est quand même Zemmour et Nolot. Est-ce que je peux vous répondre? Oui. Vous devez même. Et la réponse quand bon vous semble. Oui, mais vous répondez quand bon vous semble. Ça va pas être la réponse que vous souhaitez. Très bien. Quand j'ai pris ma décision, j'ai reçu des tombereaux d'insultes comme j'ai jamais vu dans ma vie. J'avais pas l'habitude. Hier, dans votre oui, hier, de gens qui étaient amenés en car par les socialistes pour manifester avec 3 pancartes devant la mairie. Bon, ça s'est calmé. Des manipulations. Parce que le petit système médiatique parisien est furieux qu'un homme intègre, qui a toujours eu des idées républicaines respectables, enfin décide de rassembler du Front National aux Républicains. Eh bien, j'ai reçu des milliers d'adhésions et de messages de félicitations de la part de la base. On verra aux législatives où va la base des Républicains. Eh bien, vous verrez. On verra. Bon, eh bien, il y en a beaucoup qui viennent chez nous, à Debout la France, parce qu'ils ont compris, là, que Monsieur le maire, qui faisait le pitre à la primaire, en disant que Monsieur Macron était pas bien du tout, que les socialistes n'étaient pas bien, eh bien, il est parti au gouvernement. Et Monsieur Fillon, vous parliez de François Fillon. Quelle déception, à 20h12. Il prend parti pour celui qui l'accablait. Mais je ne leur en veux pas. Je vais vous dire pourquoi je leur en veux pas. C'est qu'en fait, au fond, ils sont d'accord ensemble. Ça fait 20 ans qu'ils sont d'accord. Ils ont fait semblant pour attraper les électeurs. Eh bien maintenant, les électeurs, ils savent qu'il y a 2 partis, Debout la France, le Front National, et de l'autre côté, la France insoumise de Monsieur Mélenchon. C'est clair. Monsieur Dupont-Aignan. Ça vous accable, mais c'est non. vrai. Monsieur Dupont-Aignan, je suis d'accord sur un point. Vous le savez très bien. Que effectivement, c'est ce que j'ai expliqué en début d'émission, le voile se déchire du centre droit qui arnaquait la droite et du centre gauche qui arnaquait la gauche. On est d'accord là-dessus? Ça, je ne vais pas y revenir parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On est d'accord. Maintenant, la deuxième phase est beaucoup moins simple. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Bon, la deuxième faut tout phase. reconstruire. Voilà. Parce que vous voyez bien, évidemment, que ça veut dire qu'il faut achever la destruction des Républicains, mais ça, ils vont le faire tout seul. Il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi... Mais parce que, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi, juste une parenthèse, mais parce que dans la vie, on ne peut pas tromper les gens éternellement. Mais d'accord. Quand je vote républicain, je vote pour qui? D'accord. Non, pour Monsieur Darmanin, le maire, on est d'accord. vous savez bien, Eric, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Vous savez bien aussi que du côté des Républicains, il y a des gens qui ne vont pas aller chez Macron. Il y a des gens comme Ciotti, comme Wauquiez. Très bien. Ces gens-là... il va falloir travailler avec eux. On est d'accord. Et alors, du côté du Front National, vous avez vu que Marion Maréchal Le Pen a dit aujourd'hui qu'elle pourrait travailler avec Wauquiez, etc. Donc, c'est formidable ce qui se passe. Donc vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est ce que je veux faire. On est d'accord. Il faut rassembler ces personnes. Comment? Vautier a répondu, c'est plutôt non. Hein. Oui, bien sûr. Pour l'instant, mais à un moment, ils seront courageux. J'ai ouvert la voie. On va voir. J'ai ouvert la voie. Ce qui m'intéresse, moi... On va travailler tous ensemble. Et oui, on va reconstruire le pays. C'est très bien. On a vu avec qui vous voulez travailler. Il faut d'abord que les 2 partis, le Front National et les Républicains évoluent, deviennent un champ de ruines. Non, ils vont évoluer. Mais je vais vous dire, regardez l'histoire. Éric Zemmour,
Éric Nolot, vous êtes suffisamment attentif à l'histoire de France. Quand François Mitterrand a osé faire l'alliance avec le Parti communiste, mais il a pris des tombereaux d'insultes, comme j'ai pris des tombereaux d'insultes. Est-ce qu'il est devenu communiste? Non. Ce que je veux, c'est, par cette alliance, avec d'un côté une partie du Front National, avec de l'autre une partie des Républicains, ceux qui veulent, c'est qu'on arrive à bâtir un beau projet équilibré qui permette de traiter les problèmes du pays. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'échanger des postes de machin et de trucs, j'en ai rien à faire. C'est de présenter aux Français, dans 5 ans, un projet de rassemblement. Et comme en plus les autres auront disparu dans la trappe de cette mauvaise politique de régression sociale qu'ils vont faire, parce que les Français vont commencer à voir cet été l'ordonnance. La loi El Khomri, c'était rien. La suppression du SMIC, la suppression des indemnisations chômage, c'est tout à fait possible. On va déguster. On va déguster. Vous y allez un peu fort. Ah, le SMIC jeune, c'est quoi? C'est la fin du SMIC pour les jeunes. Oui. Donc, M. Macron va mettre en route la feuille imposée, mais M. Bournazel l'a dit tout à l'heure, l'agenda Schröder. Eh bien, quand les Français vont voir ce que c'est que l'agenda Schröder, avec des millions de pauvres supplémentaires, dans un pays déjà fragilisé... Et des millions de chômeurs en moins. Mais évidemment, la discussion est sans fin. Évidemment, puisqu'ils sont plus dans la case chômeur, ils sont dans la case pauvre et misère. D'accord. Bon. Et alors après, on fait quoi? Moi, c'est pas ça que je veux pour mon pays. J'ai été candidat à la présidentielle, j'ai présenté un projet. J'ai vu que le paysage politique allait être bouleversé. J'ai pris une décision qui, je pense, anticipe la suite. Maintenant, tout est à construire avec des gens de bonne volonté, des gens honnêtes. Si vous voulez construire avec les gens qu'on a cités, il faut revenir sur la sortie de l'euro. Il faut convaincre vos nouveaux partenaires du Front National. On va évoluer. Vous savez, j'avais déjà évolué. Et la monnaie commune était une bonne formule, à condition, bien sûr, de l'expliquer. Correctement. De l'expliquer. Et on peut le faire. Et on peut le faire. Vous savez, les Français ont quand même le droit d'avoir le choix. Il faut tout reconstruire. On va y mettre le temps. Moi, je ferai preuve de bonne volonté. Et puis, on verra. Mais c'est notre pays qui est en jeu, sa liberté. Comme disait moi, je suis moins madrée que les garçons, mais je ne comprends pas. Ça, je vous vois venir. Je ne comprends pas. Non, mais je comprends pas pourquoi, quand on vous pose une question, j'ai l'impression que vous êtes dans les mêmes techniques rhétoriques que vos collègues politiques. Quand Zemmour vous pose une question, quand Nolot vous pose une question, pourquoi ne pas y répondre? Pourquoi ne pas dire oui, pendant 20 ans j'ai dit ni extrême ni système? Eh bien en fait maintenant, le paysage politique a évolué et j'assume totalement ce que j'ai fait et je représente et effectivement je pensais que le FN... alliance avec des extrêmes. Et ensuite, pourquoi ne dites-vous pas Marine Le Pen, je ne l'ai pas trouvé très bonne au débat, mais après tout... Mais parce que, je vais vous dire, vous voulez que je dise... Vous dites, je suis sincère, vous avez dit 20 fois, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas le discours tout et son contraire, je suis dissonant, et en réalité, vous produisez le même effet. Attendez, vous voudriez, comme à l'Inquisition, à la question... Non, je ne suis pas, si je peux honnêtement. Finir, je vous dis ce que vous avez envie d'entendre. Je suis désolé. Je n'ai pas envie de dire ce que je ne pense pas. Je n'aurais jamais fait alliance avec Jean-Marie Le Pen. Je connais Marine Le Pen. J'ai lu son programme. Je connais la personne. Je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas extrême. Et j'en ai assez de ces anathèmes donnés par des journalistes, par des observateurs, qui vous qualifient d'extrême. J'ai été qualifié d'extrême. Monsieur Guillon a dit des horreurs sur moi, mais des choses abominables au moment où j'ai perdu ma mère. C'est une honte. J'ai été traîné dans la boue, tout simplement parce que je suis dans une démocratie et que j'ose dire ce que je vote au 2e tour de la présidentielle. Mais on est devenu dans un régime de fous. Et je vous assure, si vous aviez un extraterrestre qui venait en France, mais il se dirait, mais on n'est plus en démocratie. Donc je maintiens ce que je pense. Et je suis désolé, on peut bâtir avec des membres du Front National qui ont évolué un beau programme de redressement national. Je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas. Ça ne veut pas dire que j'approuve tous les membres du Front National. Non. Ça ne veut pas dire que j'irai au Front National. Je suis différent. Et il y a beaucoup de Français qui vont rejoindre Debout la France parce qu'ils vont voir que nous sommes au centre de gravité de la reconstruction politique. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Votre voiture vous attend, je crois. Donc vous devez Pourquoi ma voiture m'attend? Ah, je sais pas, non. Votre voiture vous attend pas? Ah non, si. Je sais pas. Alors, bon, en non, tout parce cas, que vous voulez. C'est l'heure. Non, c'est factuel. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de choses trappes, de sous-entendus. Je n'obéis pas encore à ma voiture. C'est l'heure de notre dernier ça viendra. débat. Voilà. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Et la gauche dans tout ça, pour en parler, recevons Christophe Alévèque et Julien Bayou. Bonsoir, c'est par là.
Comment ça va les garçons? Bonsoir Christophe Alévèque. Bonsoir Julien Bayou. Alors Christophe Alévèque, vous êtes humoriste, vous êtes comédien. Je suis à la place de l'énervé alors. Oui, bah remarque, ça vous va pas mal, non? Oui, ça colle. Bonsoir, donc Christophe Alévèque, disais-je, vous êtes humoriste, vous êtes comédien, vous êtes un homme de gauche. Bonsoir Julien Bayou, on vous a beaucoup entendu cet après-midi. Vous êtes porte-parole Europe Écologie Les Verts. Alors est-ce que c'est vous les prochains frondeurs? Le frondeur. Non, mais moi je suis un pitre. De gauche, certes, mais je garderai toujours non, vous me faites rire. Si tu commences à chercher, toi. Ah non, alors on va partir sur des bonnes bases. C'est pas parce que j'ai remplacé ton copain qu'il faut. C'est un compliment, je crois. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai gardé ma liberté ma liberté d'agir, de penser. Enfin, vous avez quand même dit, je suis très en colère contre la gauche qui n'a pas été capable de rassembler. Ah ben ça c'est clair, oui. On a assisté à un concours de bites. Pour éviter ça, il aurait fallu à la place de ces deux hommes une femme, et vous aviez appelé, vous, à la candidature de Christiane Taubira. Oui, à l'époque, j'avais même réussi à un miracle, c'est réunir pratiquement toute la gauche autour d'une table. Ce qui est déjà, Vous avez fait un dîner, il y avait Benoît Hamon. Il y avait Cécile Duflot, il y avait Benoît Hamon, il y avait Pierre Laurent, il y avait Christiane Taubira. Pas Mélenchon. Et Mélenchon, c'était au mois de juin de l'année dernière. Déjà, lui, il n'avait pas voulu venir. Ah oui, c'est un signe, ça. C'était c'était un signe. Et puis voilà, mais il m'a envoyé il a répondu. Heureusement que vous avez échoué, parce qu'il a quand même fait la plus belle campagne de toute la présidence. Il a fait une campagne magnifique et il a perdu. Oui, mais Taubira aurait perdu aussi. Et vous avez voté pour qui? J'en sais rien, on n'en sait rien. C'est vrai. Vous avez voté pour qui, Christophe Alévèque? C'est indiscret, peut-être? J'ai voté pour Chirac. Au deuxième tour. Comme tout le monde. Julien Bayou, qu'est-ce que ça vous inspire, ce gouvernement? C'est un bon résumé. Non, déjà, c'est un bon résumé. Nous, les écologistes, on a constaté que l'écologie progresse, que du coup, la candidature de Jadot était moins nécessaire, une candidature dédiée. Et du coup, alors on n'a pas mis tout le monde sur la table, mais en fait, c'est quand même ça qu'on a proposé. Là, vous auriez été 4. Hein. Ouais, non, je parlais de toutes les candidatures de gauche. Ah. On a proposé, le principe, c'était une victoire plutôt que 2 ou 3 défaites. Et effectivement, on s'est heurté, pareil, au refus de discuter de Jean-Luc Mélenchon, que moi j'ai voté Hamon. J'espère qu'on pourra surmonter les désaccords. Et au deuxième tour, vous avez voté Chirac aussi? Oui, bien sûr. Moi, j'ai immédiatement, bien sûr, voté Macron. Déjà pour battre Le Pen, parce que c'est pas la même chose de contester les réformes qui vont venir de Macron dans la rue face à un démocrate, quoi qu'on en pense, par rapport à Marine Le Pen sous l'état d'urgence. Et puis parce que c'est catastrophique ce qu'elle propose. Je ne comprends pas comment on peut. Elle s'est ridiculisée pendant le débat. Tout à l'heure, Dupont-Aignan qui ose dire qu'on n'est pas en démocratie, alors que justement on voulait l'inviter pour qu'il puisse présenter ses idées, quoi qu'on en pense. Enfin voilà, je crois qu'il y avait un petit délire là-dessus. Et du coup, il y a un gouvernement qui tient. Je ne sais pas comment ils vont faire mercredi prochain en Conseil des ministres entre Le Maire, Collomb. C'est simple pourtant. Ces personnes qui... Comment ils vont faire dans 15 jours? Et comment ils vont faire dans 15 jours? Ça, c'est assez simple, tout ça. Ah bon? Alors, tu vas nous expliquer. Oui, je suis là pour ça. C'est toujours très simple. D'abord, j'ai remarqué que vous aviez soutenu Hamon parce que il a fait le score écologiste habituel. Et encore, il a fait un petit peu plus. Donc, ce qui est normal, parce que quand on fait la campagne écologique, on a le résultat des écologistes. Tout ça est assez logique. Donc, vous êtes un boulet, en fait, comme d'habitude. Quoi, les écolos? Même le dire. Les écolos, bien sûr. C'est vous qui parlez. Personnel, c'est jamais personnel. Moi, je ne suis jamais dans l'attaque personnelle. C'est toujours idéologique. Deuxièmement, le boulet... Il n'empêche que les idées écologistes, ça peut vous déranger. Je comprends que ça me dérange pas du tout. Parce que ça part d'un principe humaniste progressiste qui permet l'accueil notamment des migrants. Mais ces idées, elles ont progressé. Ça, c'est un bon argument pour Zemmour, là, je pense. Ça, c'est un magnifique argument. Non, mais vous avez raison. N'empêche que ces idées, elles ont progressé au point de faire 25, 26, et chez Mélenchon, et chez Hamon. D'ailleurs que la candidature de Jadot... Pour cette fois, la candidature écologiste n'était pas forcément nécessaire. Et nous, on s'en réjouit. Alors, je comprends que ça vous énerve. Mais vous m'expliquerez un jour, parce que
vous êtes beaucoup plus intelligent que moi, comment on peut être écologiste et donc demander du local, demander la fin de ces grandes chaînes mondiales de produits et être pour l'invasion de migrants, de gens qui sont arrachés de chez eux et qui en plus, mais si, c'est une invasion, et qui viennent dans un pays détruire. Non mais c'est quand même très bizarre, mais c'est pas grave. Ça, c'est vrai. En fait, vous n'êtes pas. Peut-être que les migrants sont des écolos, t'en sais rien. Non, oui, voilà, c'est un vrai sujet, moi. Alors, mais comment tu peux parler d'une invasion des migrants alors que la France... Non, il a dit arracher de chez eux. Mais ne répondez pas aux provocations. Allons-y, Nolo. Je voudrais parler d'un vrai sujet. Alors, c'est un vrai sujet. Mais c'est lui qui a parlé des migrants et du fameux humanisme. Il se trouve que ce gouvernement improbable, il se trouve qu'ils ont réussi de force qu'aucun gouvernement n'avait réussi à faire, à attirer M. Hulot au poste. Alors, ça s'appelle pas ministère de l'écologie. C'est ce que j'allais dire quand vous m'avez interrompu. Vous achevez. Ministère de la transition écologique. On voudrait savoir comment les écolos reçoivent cette nomination. Bonne nouvelle ou signal positif, on sait pas trop en fait. Hulot avait plusieurs fois refusé et pour des bonnes raisons. Notamment, il n'y a pas longtemps, il y a un an, il disait si l'écologie n'est pas partagée, l'ambition en tout cas écolo n'est pas partagée par la présidence, le Premier ministre, Bercy, alors un ministère de l'écologie n'y peut rien. Bon. Donc là, on se dit, on lui fait confiance, évidemment. Il a forcément arraché des arbitrages par rapport à des premiers ministres, présidents. Il est déjà en train de reculer, je crois, sur Notre-Dame-des-Landes. Me semble-t-il. Je pense qu'il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a le traité avec le Canada, qui est extrêmement dangereux, parce qu'en fait, c'est comme si on avait un traité avec les États-Unis. Il y a le nucléaire. Macron, c'est un pro-nucléaire au point de faire tomber EDF. Il y a le charbon, c'est-à-dire qu'on pensait que le charbon c'était fini. Eh ben non, il y a le Premier ministre, Édouard Philippe, qui est lui un pro-charbon, parce que il y a une centrale à côté de sa ville. C'est pas fini, hein. Non, et donc la question, c'est ça ne rajeunit pas. Non, mais comment Mais c'est donc une bonne nouvelle plutôt qu'une trahison pour vous. Non, c'est pas une trahison. Je pense que vraiment, il a plusieurs fois démontré qu'il n'y allait pas pour la gloire, quoi, ou pour les chauffeurs, etc. C'était pas son truc. Il a déjà plusieurs fois refusé. Moi, voilà, est-ce que ces engagements vont tenir après les législatives? C'est-à-dire, on a quand même un affichage d'un gouvernement de campagne. On voit très très bien que Macron veut gagner les élections législatives. Et après, que fait-il quand il a la majorité? Et donc, c'est pour ça que nous on dit qu'il faut des députés écologistes, soit pour l'appuyer, soit pour faire contrepoids aux reculades. Ah là, je comprends plus. Pardonnez-moi, je comprends plus rien. Je sais que c'est subtil, les écologistes. Ah bah non, c'est pas subtil. On a un écologiste qui veut faire des choses, et s'il peut le faire, et donc vous soutenez le gouvernement? Non, c'est lui, là. Oui, Nicolas Hulot. Lui tout seul. Les autres, vous les soutenez pas? Écoutez, moi, j'y peux rien. Darmanin, il veut revenir sur le principe de précaution. Donc, il préfère des pesticides, il préfère... en gros, c'est l'amiante, quoi. Si on pouvait faire de l'amiante, il en ferait. Donc ça, c'est vraiment très... c'est des caricatures, vous y allez fort. Hein. Bah, c'est ça. Revenir sur le principe de précaution, désolé, c'est faire de l'amiante. C'est faire des machines à cancer. Plutôt que de dire, on va plutôt demander aux entreprises... Darmanin, mais alors, là, vous y allez fort. Ben non, c'est ça. Non, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez. Dans le principe, si je peux... Est-ce que vous soutenez le gouvernement ou est-ce que vous soutenez pas? Vous pouvez pas dire je soutiens un ministre, ça c'est pas possible. Ça. Je sais pas ce que c'est ce gouvernement. Comment vous dire s'il fait l'inéligibilité des élus corrompus, bien sûr qu'on applaudira, bien sûr qu'on le votera. S'il fait donc ça va être à la mesure.
Vous connaissez son projet, vous? C'est ce que disait Nolo au début de l'émission. J'aimerais comprendre. Non, mais Christophe Alévêque, vous allez le soutenir, le gouvernement? Vous allez rejoindre les Insoumis? Vous attendez de voir? Je vais rejoindre ce que je sais faire, c'est-à-dire essayer de lire entre les lignes et de décrypter tout ça, parce que c'est hyper compliqué. Moi, j'ai trouvé que la campagne était passionnante. Que les débats étaient plutôt d'un assez bon niveau. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça assez. Vous aussi, vous l'avez trouvé passionnant. Elle était passionnante. Elle était passionnante, mais elle était nulle. Elle était passionnante et pathétique. Bah oui, voilà. On n'est pas d'accord. On n'a parlé de rien. Mais arrêtez, il n'y a aucun sujet qui est sorti. Mais on a parlé des affaires de Fillon pendant trois semaines et après. Ah bah ça c'est pas de notre faute. Non, mais certes, c'est pas de la mienne non plus. Voilà. Mais ne dites pas qu'elle a été extraordinaire. On nous avait dit un truc couru d'avance, Sarkozy contre Le Pen et Hollande. Force est de constater que c'est différent, quoi. C'est vrai. Rien ne s'est passé comme ça. Ça c'est vrai, mais d'accord. Au mois de juin, Juppé était à 120% dans les sondages. On a Juppé. Voilà, mais on a Juppé avec 40 ans de moins, c'est tout. Oui, bon, enfin, oui, c'est 30 ans, j'exagère. C'est pas faux. Mais on verra. Oui. Comme on dit, il faut leur laisser leur chance, hein. Voilà. C'est la chance au produit. Voilà. C'est mais pour revenir à Hulot, faut-il mieux mettre les mains dans la merde? Et limiter la casse, parce que je pense qu'il ne peut faire que ça, ou rester dans l'opposition et puis le dilemme des écolos depuis le rassemblement des le rassemblement à gauche, c'était moi dont je rêvais, qui était certainement une utopie. Il aurait fallu que tout le monde mette de l'eau dans son vin, il aurait fallu faire ce qu'on appelle des compromis. Alors il y en a, quand on dit compromis, c'est voilà, mais c'est évident qu'on ne peut pas. Et là, vous allez, par exemple, là, on voit bien que le PS va exploser. Mais il avait déjà explosé. Absolument, oui, mais là, c'est la fin. Donc la droite va exploser. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que le Front National va exploser. Absolument d'accord. Voilà. Vous avez raison. Donc on a un joli feu d'artifice. Absolument. Moi, je suis très content. Moi aussi, j'ai 5 ans de boulot, moi. C'est bien. C'est bien. Ah bah, on est d'accord. Mais enfin, les Verts sont dans ce paysage sont morts, hein, sans vouloir vous offenser. Mais je vais aller plus loin et peut-être même vous faire plaisir. Oui. Si les partis écologistes doivent disparaître parce que l'écologie elle a progressé, tant mieux. Si on doit renaître avec les humanistes, les progressistes, les pro-européens, et donc sur une colonne vertébrale écologiste et avec une méthode, c'est-à-dire en gros faire progresser ce qui va bien dans la société, les innovations sociales, ce qui se fait au niveau du territoire et le porter donc au pouvoir. Vive Macron. Oui, non, ça c'est le contre. Non, j'étais pas en train de décrire Macron du tout. Vous avez peut-être compris. Non, parce que ce mouvement il reste à inventer. Moi, je pense qu'au niveau européen, on l'a vu. Un fonctionnement vraiment où justement les différentes teintes de rouge peuvent s'entendre sur une colonne vertébrale écologiste et puis proposer une alternative au pays. Ça fait 6%, monsieur Jadot. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez pris la raclée du siècle. Enfin, d'habitude, vous la prenez tout seul à deux. Non, et là, vous êtes allé avec d'autres et vous êtes plus... Mélenchon avait quand même à parler d'écologie quand même énormément. C'est vrai. Mais sinon, ce serait pas retiré. C'est parce qu'effectivement, et Mélenchon. Non, c'est vrai. Il a parlé beaucoup d'écologie. Et puis pour le coup, ça c'est pas de la politique. Mais reconnaissez que vous l'avez pas soutenu. Mais c'est vrai qu'il a parlé d'écologie. Mais pour le coup, c'est pas de la politique. Mais parce qu'il veut pas qu'on soutienne Mélenchon. C'est pas ça. C'est pas mais là, il y a des choses que je saisis pas. Là, je vois le plan, mais là, du côté d'Alévêque, je saisis moins parce que vous dites en même temps. Alors moi, je suis un pitre. Puis vous organisez quand même des dîners. Alors, je vais t'expliquer. La suite, c'est quoi la suite? Je vais t'expliquer, Gros Nounours. C'est. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces gens-là ne se parlaient jamais. Et mais vraiment, quoi, c'est une catastrophe. Et ils se parlent par médias interposés. Et faire le passe-plat. Eh ben, c'est vachement bien. Parce que moi, je ne visais ni un ministère, ni je visais rien du tout. Ça, c'était avant, mais maintenant, ça va être quoi? Voilà. La prolongation de l'action. Ah bah maintenant, attends, on va voir, hein. Laisse-nous les législatives et puis, mais non, mais justement, pour les législatives. Mais moi, je pense que non, mais les législatives, les gens vont faire ce qu'ils veulent, là. On va pas refaire un. Et vous allez voter quoi, vous? Pour les Chirac. Moi, je vote Chirac maintenant, moi, tout le temps. Non, mais aux législatives, je sais pas, un mouvement qui présenterait des candidats. Non, c'est exclu. Mais c'est fini, là, c'est exclu, là, c'est fini. Non, mais est-ce que vous avez rejoint le mouvement d'Anne Hidalgo, Christiane Taubira? Oui, parce que moi, j'adore Christiane Taubira. Ça m'étonne pas, ça, tiens. Ben oui. Et parce que c'est des un truc nul, tu fonces. C'est des personnages. Moi, c'est des personnalités que j'aime bien. Voilà.
Voilà, c'est choisi. Hein, non, mais pourquoi ne pas le dire là? Oui, donc un mouvement. Oui, et qui. Alors, il a quelle finalité ce mouvement? Parce que ça, j'ai pas compris. Moi, chacun est en train de créer son petit club. Voilà, mais évidemment. De réflexion, oui. C'est la gauche, ça. Évidemment. Ah oui. D'accord, mais c'est pour faire quoi alors à la fin? Pour moi, hein, si je suis là-dedans, après, je ne sais pas, il faut leur demander, c'est d'arriver à se rassembler. Parce que pas de rassemblement. Ah, c'est le plan Dupont-Aignan, mais dans l'autre sens. Pas de rassemblement. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais c'est pas une pas un reproche. Mais tout le monde. Mais dans les ruines, il faudra bien reconstruire. Tout le monde veut se rassembler. Mais oui, on nous avait dit pendant la. C'est pas ironique ce que je dis. Mais c'est pas illogique que ce soit l'arbitre qui a gagné, d'ailleurs. Parce que on nous avait dit depuis 2 ans et demi, 3 ans, 5 ans, 10 ans, Sarkozy, les idéologies, c'est fini, c'est terminé, surtout politique, on est passé à autre chose. Pendant la campagne, on n'a jamais eu un combat aussi acharné entre une bonne vieille droite et une bonne vieille gauche. Ce qui veut donc dire que c'est l'arbitre qui a gagné à la fin. Les planètes se sont alignées. Bon, ils savaient pas ils connaissaient pas Pénélope Fillon. Enfin, il y a eu des choses absolument. Mais c'est hallucinant. Il a été au bon moment, au bon endroit. Ça. Ah, pour vous, il en a été le bénéficiaire et pas l'instigateur de l'explosion de tout. Évidemment. Et si jamais, par miracle, ça aurait été un miracle. Hein, il y a un rassemblement à gauche et que ils se trompent pas de candidat à droite, mais on n'a ni Marine Le Pen ni Macron au 2e tour. Et on a une bonne finale entre la droite et la gauche, et puis au moins au 2e tour on rigole. Là, on s'est fait chier. Ah bah alors. Moi j'ai joué. Non mais on s'emmerde. Mais non mais ça c'est vrai qu'on s'emmerde. Moi j'ai joué pendant j'avais joué il y a 5 ans pendant le 2e tour. 18h30, résultat à 20h sur scène. Il y a 5 ans, il y avait une ambiance de fou. Mais là, dès le 1er tour, dans la salle, au moment des résultats. Parce que c'était joué. Oui, c'était pas si joué que ça. Il y avait encore un petit non, mais les sondages s'étaient tellement trompés depuis. Mais là, ils ne sont pas trompés. Pas au premier tour. Là, ils sont pas trompés. Puis, bon, mais même Marine Le Pen, 21 à 20h, elle était à 21,4%. Dans la salle, j'ai entendu 4 personnes qui ont fait ouh. Parce qu'on était les chiens de Pavlov. Ça fait des années qu'on nous dit Marine Le Pen sera au 2e tour. Toutes les stratégies politiques sont basées là-dessus. Ce sera une élection à un tour, de l'extrême gauche à la droite. Hein. Et nous, Marine Le Pen soit au 2e tour, Marine Le Pen sera au 2e tour, et nous on entendait Marine Le Pen, on jappait, 2e tour. Elle a failli ne pas l'être. Alors, vous faites une... Il y aurait eu un 2e débat. Après votre dîner, vous organisez une fête de la dette à Marseille le 2 juin. C'est ça. Mais oui, mais parce que ça, voilà. Et pourquoi j'ai rejoint aussi le mouvement d'Hidalgo et avec Christiane, c'est parce que c'est sur le terrain, c'est beaucoup sur le terrain. Marseille comme Mélenchon, alors. Je pense que maintenant, beaucoup de choses vont se passer sur le terrain, dans les villes, dans les associations, il y a tellement de gens qui ont pris des distances avec la politique énormissimes. Que je pense que voilà, c'est ce qu'il faut organiser, la fête de la dette au profit du secours populaire à Marseille. Voilà, au profit du secours populaire. Venez nombreux. Merci messieurs d'être venus. C'est déjà la fin de Zemmour et Nolo en direct et pourtant c'était bien. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Sur ce plateau, on se quitte en méditant la phrase du jour. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Jean. Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. À suivre dans Polonium, l'interview exclusive de notre nouveau ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard. Et exceptionnellement, attention, pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve donc le 31 mai et on compte sur vous évidemment. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.